Mais tout d'abord, merci de m'accueillir en Tunisie. C'est un pays que j'ai toujours énormément de plaisir à, pas seulement visiter, parce qu'en fait, je crois que je ne suis jamais venu en vacances. Je suis toujours venu pour le travail, des dizaines et des dizaines de fois depuis les années 90. Pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé moi aussi comme esclave, mais esclave bien payé, donc je ne le regrette pas. Esclave dans l'industrie des logiciels, Oracle. On a démarré Oracle en Tunisie, avec TMI, avec Shell, avec plein d'autres grands clients ici à Tunis. J'ai commencé ma carrière en Suisse, pour le marketing d'Oracle en Suisse, puis le marketing de l'Afrique, puis les pays émergents du Moyen-Orient, puis l'Europe de l'Est, et ensuite je suis passé aussi dans quelques startups à l'époque d'Internet, ce qui a été très tumultueux, ce qui m'a aussi donné une possibilité de continuer à amener des nouvelles technologies dans les pays émergents, on peut dire. Aujourd'hui, ils ont émergé pour la plupart. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant ces pays, moi qui suis suisse, j'habite en Suisse, dans ma tour d'ivoire, dans un pays très riche, dans un pays extrêmement propre, discipliné, où tout fonctionne, tout fonctionne à l'heure, etc. J'étais parti très naïvement, très progressiste. Peut-être pas de gauche, mais progressiste. C'est-à-dire que je me disais, voilà, en Afrique, tôt ou tard, nous allons vivre comme en Europe. Un jour, on va le ramener petit à petit, on va les développer. Un peu paternaliste comme approche finalement, mais au fond, c'est l'approche classique en Occident. Et puis, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des voyages, que le monde, 99% du monde, il n'est pas comme la Suisse. Et que le monde est violent, il est dur, l'anthropologie basique de l'homme est ce qu'elle est, et qu'au contraire, je me suis rendu compte qu'il y a des tendances lourdes qui ont tendance à transformer le monde en Afrique. Et d'ailleurs, si vous êtes, parce que pensez à une chose qui est très simple, dont je me suis rendu compte en Suisse, c'est que si vous êtes très riche en Suisse, vous devez respecter les lois. Si vous êtes très riche au Congo, vous êtes un dieu vivant. Alors nous aussi, nous sommes des dieux vivants aujourd'hui, puisque nous pouvons voyager à travers le monde. Nous avons des esclaves technologiques sous forme d'électricité, de voitures, absolument phénoménaux, qui nous permettent d'avoir un mode de vie incroyablement luxueux par rapport à ne serait-ce que nos ancêtres d'il y a 1 ou 2 générations. Et donc j'ai commencé à prendre cette prise de conscience sur le fait que le monde n'est pas tout rose, le monde n'est pas tout beau, c'est compliqué, c'est complexe, et c'est extrêmement gourmand en énergie, avec comme résultat de la consommation de l'énergie la pollution qui est le résultat final, c'est-à-dire que les déchets sont les résultats de notre mode de consommation. Or, par le développement justement de ces pays, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que le monde veut vivre comme les Américains, qui ont un mode de vie totalement non soutenable, non pérenne. Mais les Chinois veulent vivre comme les Européens veulent vivre comme les Américains, les Maliens veulent vivre comme les Indiens comme les Chinois, et ainsi de suite. Avec des voitures, des maisons de plus en plus grandes, des utilisations d'énergie de plus en plus fréquentes, plus intenses. Et puis, à la base, l'arithmétique, la statistique, c'est que nous sommes passés en 2 siècles de 1 milliard à bientôt 8, et sous forme exponentielle. Or, moi j'ai aussi fait des études de mathématiques et de physique, avant de faire du marketing, et je me suis rendu compte que, tôt ou tard, lorsqu'on est dans l'exponentiel, on arrive à la fin des ressources. Et je me suis rappelé, je la mentionne dans mon livre en tout début, une histoire que j'avais lue je suis passionné d'histoire, et dans l'immensité de livres que j'aime lire, j'avais vu une petite histoire anecdotique, mais qui m'avait marqué, qui se passait dans une île entre l'Alaska et l'Extrême-Orient russe. Dans la mer de Barents, donc une mer très froide, très isolée, il y a une petite île, Saint-Mathieu, où les gardes-côtes américains se sont dit, on va mettre des rennes, des animaux, pour que s'il y a un naufragé ou s'il y a un aviateur qui se retrouve abattu par les Japonais, donc, puisqu'ils étaient en guerre, et qu'il se retrouve naufragé sur cette île, il y a au moins de quoi manger, puisqu'il va abattre un animal. Et ils ont mis 44 rennes, mâles et femelles, et donc ils ont implanté un nouvel animal dans un nouvel environnement, où les ressources étaient évidemment généreuses, puisqu'il y avait personne qui broutait l'herbe de cette île, il n'y avait pas d'animaux, c'était vraiment une île isolée.
Et alors les rennes, comme c'est un animal, comme c'est un mammifère, comme tout animal d'ailleurs, comme toute entité biologique, il va se reproduire, il va croître jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources. Et les gardes, comme évidemment la guerre, ça a été plutôt un massacre unilatéral pour les Japonais d'ailleurs, les gardes-côtes américaines n'ont pas eu besoin de s'occuper de ces rennes, mais le service des parcs nationaux a trouvé intéressant de les suivre. Et ils ont tracé, régulièrement, ils ont fait le compte des rennes, et ils ont vu que la progression est exponentielle. Et en 65, le nombre de rennes était de 6000. Donc de 44, ils sont passés à 6000 en se reproduisant. Et en l'hiver 1965, ils ont fini de manger toutes les herbes qu'il y avait dans l'île. Ils ont occupé tout le territoire, ils ont mangé toutes les ressources. Et en plus, il y a un hiver très froid. Et leur population a baissé en un hiver à 29 unités, à 29 rennes. Et en biologie, on appelle ça un overshoot. C'est-à-dire quand on finit les ressources, il y a une réduction brutale de la population. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais au fond, j'ai voyagé au Moyen-Orient, j'ai travaillé avec Saudi Aramco, Koweït Petroleum et d'autres, Rosneft en Russie et plein d'autres. Oui, j'étais beaucoup en Syrie, un pays magnifique, malheureusement détruit par les mêmes qui vous envoient les terroristes ici, en fait, les mêmes mandataires. Je me suis rendu compte que ce que me disent les spécialistes de ces industries, ils me disent, nous aussi, bientôt on n'aura plus de pétrole. C'est les Saoudiens qui me disent ça. Ils me disent, tu ne le répètes pas, mais c'est bientôt fini. Moi je dis, bientôt quand? Je dis, ça dépend de la production, ça dépend, mais en gros, dans 10-15 ans, c'est fini. Et je me suis, à ce moment-là, intéressé aux données de production. Évidemment, le pétrole, parce que c'est la ressource la plus fondamentale aujourd'hui avec l'eau pour l'espèce humaine. Et je me suis rendu compte qu'on a depuis 150 ans l'exploitation du pétrole, qui croît de manière exponentielle, puisqu'évidemment nous l'utilisons pour les transports, pour la chimie, pour toutes les applications. On est tous là grâce au pétrole, on a tous pris une voiture, l'agriculture dépend des machines qui fonctionnent, la mécanisation de l'agriculture c'est du pétrole, tout est du pétrole, cette nourriture ici est du pétrole, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de 1964, la production du pétrole aux États-Unis commence à décroître. Et comme par hasard, c'est à partir de ce moment-là que les États-Unis s'intéressent au Moyen-Orient. On commence à voir que les pétroles dits conventionnels, ils sont arrivés à un point maximum de production. On est à peu près sûr maintenant que c'était entre 2005 et 2006, parce qu'on peut le savoir seulement avec du recul, a posteriori. Et les pétroles non conventionnels qui ont remplacé, qui ont compensé cette baisse de production, pétrole dont on parle souvent des schistes, etc., on pense qu'ils sont en train d'arriver à leur maximum de production en 2015, cette année. Or, les croissances économiques dépendent de ça, et j'ai commencé à regarder également les ressources autres que le pétrole, le gaz, mais aussi l'aluminium, la bauxite, le fer, le zinc, l'argent, tous ces minerais et toutes les autres ressources énergétiques. Et je me suis rendu compte que la consommation augmente, les besoins continuent à augmenter, la Chine, l'Inde ayant émergé, leur consommation est énorme, et que la production, elle a de la peine à croître, et pour certaines, elle a déjà commencé à baisser, et pour d'autres, le pic, le moment où ça commence à baisser, est pour bientôt, très bientôt. On ne parle pas de 50-100 ans, on parle vraiment de quelques années. Et donc, comme j'aime bien pousser le raisonnement à bout, je me suis dit, mais alors qu'est-ce qui va se passer si on commence à avoir des problématiques énergétiques, des problématiques de pénurie? Parce qu'au fond, imaginons un scénario qui est réel. Imaginons l'Égypte. L'Égypte, 100 millions d'habitants, grande pauvreté. Moins de... 90, 95 peut-être. Personne ne sait. On parle de 80 millions, mais 90 millions. Oui, bon, mettons 100. Qui allait compter? C'est comme le Nigeria, ils sont 150, bon, personne n'allait compter. C'est juste... bon, peu importe, à la limite. Ils sont 10 fois plus que vous sur le même territoire, en réalité. Bon, l'Égypte produisait, sauf erreur, 3,5 millions de barils de pétrole par an. C'est pas énorme, c'est un petit producteur de pétrole. Mais enfin, ça leur donnait des réserves de change. D'une part, parce qu'ils en consommaient 3 millions pour eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas obligés d'importer. Et puis la différence était vendue sur le marché international, ce qui leur donnait du cash à l'État, à la société égyptienne des pétroles et des hydrocarbures, qui, dans le cadre de la redistribution de l'État, subventionnait la nourriture. Les galettes de pain, etc., dont la population, notamment pauvre, avait besoin. En 2011, la production de pétrole a baissé et a atteint 3 millions. C'est-à-dire qu'ils ont juste assez de pétrole pour leur propre consommation. Ils n'ont plus d'argent pour payer et subventionner les galettes.
on a vu l'augmentation du prix de la pain, c'est un des déclencheurs, pas le seul, mais c'est un des déclencheurs des crises qui ont démarré en Égypte en 2011 et dans lesquelles on est encore, et malheureusement je pense qu'on ne sortira jamais puisqu'il y a aussi des problèmes d'eau et simplement de production de nourriture. Donc je me suis rendu compte qu'il y a un impact réel et pratique, et rapide, et que finalement cet appauvrissement des sols également par l'utilisation exagérée de l'eau, des cultures intensives, la plupart des pays africains sont, mais pas seulement, l'Europe du Sud, l'Amérique du Midwest et de Californie, etc., consomment de l'eau et des ressources agricoles de manière intense, par de la monoculture, et détruisent les sols et bouffent toute l'eau qui est disponible, pour comme résultat des terres qui deviennent stériles. Or, la croissance démographique continue, avec des terres de plus en plus stériles, pas étonnant qu'on ait des vagues migratoires de gens et des tensions. Et je fais remarquer que la raison, moi je dis toujours à qui veut bien l'entendre, que la raison pour laquelle nous avons des jeunes qui partent, par exemple, au Daesh, mais aussi, c'est pas la religion, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont juste aucun espoir de jamais trouver un travail, et qui peut-être n'ont pas des études formidables derrière eux, mais qui ont comme seul échappatoire une certaine aventure, et soit l'immigration par bateau entier tous les jours, qui partent d'ici et qui arrivent en Italie ou ailleurs, mais aussi qui vont aller à la guerre. L'être humain a toujours eu des phases de surpopulation qui ont été gérées par des guerres ou des famines. C'est dans l'histoire, ça va par cycle. Bref, je me suis rendu compte de tout ça, et puis je me suis dit, mais moi aussi j'ai des enfants, j'en ai 4, et je ne peux pas les regarder et me dire, on verra bien. Je ne peux pas les regarder et me dire, je prends le pari que quelqu'un trouvera une solution. On va attendre un miracle technologique, fusion froide, hydrogène, énergie alternative. Je ne peux pas simplement faire confiance aussi aux politiciens, qui personnellement me déçoivent. Je ne suis pas déçu, je m'attendais de toute façon à ce qu'ils sont, mais la vision de la plupart des politiciens en Occident, elle est extrêmement à court terme. En plus, c'est pas eux qui dirigent. On se rend compte que c'est des lobbies de plus en plus. J'en connais, j'en ai fait partie il y a une quinzaine d'années dans l'informatique, mais c'est aussi la pharmaceutique, toutes sortes de groupes d'intérêt. Ils agissent ouvertement. Et puis, finalement, même l'aspect démocratique, où on élit des représentants qui ensuite font ce qu'ils veulent, et cette alternance que l'on voit dans beaucoup de pays où finalement les gens sont jamais contents du pouvoir en place, le change, et en fait on se rend compte que c'est exactement les mêmes politiques, parce que derrière c'est les mêmes lobbies, et qui veulent les mêmes lois et les mêmes privilèges. Donc je ne crois pas que je vais dire à mes enfants que leur survie future, dans un monde qui à mon avis va devenir plus difficile, eh bien, ils doivent faire confiance à François Hollande, Obama et tous ces gens qui, à mon sens, sont incroyablement incompétents. D'ailleurs, s'ils étaient incompétents, ils ne seraient pas dans la politique, ils seraient dans chefs d'entreprise. Mais bon. Après, j'ai commencé à agir moi-même. Alors, j'ai agi de manière non structurée au début. Je me suis dit, bon, alors il faut avoir un peu de nourriture, il faut avoir de l'eau, puis il faut que j'apprenne des nouvelles compétences. Et c'était à peu près en 2005 que j'ai vraiment pris conscience. Et j'ai commencé à prendre des notes sur tout ce que je fais. J'ai acheté une ferme, j'ai commencé à travailler mon potager, mettre des panneaux solaires. Et puis j'ai commencé à structurer ma pensée en me disant non, mais il faut faire les choses raisonnablement, avec une certaine méthode, etc. Et puis des amis m'ont dit mais c'est génial ce que tu fais, est-ce que tu m'aiderais à faire la même chose pour moi? Et j'ai commencé, d'abord gratuitement, puis ensuite c'est devenu un gagne-pain, si on veut, à conseiller des personnes, c'est plutôt des grandes fortunes en Suisse. Puisque tu as quitté ton entreprise. J'ai eu ma propre entreprise entre 2000 et 2005, je l'ai vendue. Ensuite, j'ai trouvé un job très bien payé où je pouvais travailler en 1 heure par jour depuis chez moi. Et donc, j'ai fait 5 ans entre 2005 et 2010, 2011, où ça a été vraiment extraordinaire de pouvoir faire ce que je voulais. Et puis le boulot était tellement en dessous de mes compétences que ça se faisait en 1 heure. Et comme je pouvais travailler chez moi, personne n'a rien vu. donc ça, c'était bien. J'ai eu de la chance. Et en 2011, j'ai complètement arrêté pour uniquement me consacrer à justement ce conseil auprès de grandes fortunes pour leur expliquer, voilà, vous avez un château, vous avez 50 maisons dans le monde, peut-être que c'est trop, peut-être que une ou deux, vous allez mieux les gérer, vous allez les organiser selon ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire une certaine méthodologie de mise en place d'autonomie. Et puis, il se trouve que j'aime beaucoup lire, donc un des auteurs français que j'apprécie énormément, qui s'appelle Michel Drac,
qui... il a préfacé le livre. Exactement, qui a écrit des livres extraordinaires. Un de ces livres, à ce moment-là, qui sortait de cet auteur, je vois la fin, et je vois les lignes qu'il écrit en conclusion, et je me dis, lui aussi, il a compris exactement la même chose que moi. Entre les lignes, on comprend qu'il pense que ça va aller vers l'effondrement. Et donc, j'ai envoyé un email, je dis, bon, écoutez, je suis en Suisse, et puis on s'est rencontrés, et puis il m'a dit, mais tu sais, je participe à une maison d'édition, est-ce que si tu as fait tout ça, c'est intéressant, personne n'en parle en Europe, en France, est-ce que tu voudrais écrire un livre? Moi, je dis, bon, moi, j'ai tout ça de notes. Et il me dit, on écrit un livre. Donc en 3 mois, j'ai écrit le livre, donc 450 pages en 3 mois. C'était un peu un moment de transe, de travail à 4 heures du matin, tous les jours. Et puis, lorsque le livre est sorti en fin 2011, en novembre 2011, on avait imprimé 2000 exemplaires parce qu'on pensait que voilà, c'était un livre qui allait avoir 2000 exemplaires de vendus, puis sur 3-4 ans, et puis voilà. Les 2000 exemplaires, ils sont partis en une semaine. Une semaine. Ouais. Donc on a failli tuer l'éditeur. Parce qu'il a dû réimprimer chaque semaine 1000 ou 2000 exemplaires et payer cash évidemment les imprimeries, puis ensuite recevoir l'argent seulement 3 ou 6 mois après. Et on a eu un succès phénoménal. Le livre a été par bouche-oreille en plus, par des petites radios et des petits médias internet indépendants. Alors on a été à un moment 23e meilleure vente en France sur Amazon. Il a été pendant 2 ans numéro 1 des livres dans la catégorie économie. Et aujourd'hui, on en est à 60 000 dans la version française. Et là, je viens d'avoir l'éditeur américain qui me dit qu'on est à 20 000 dans la version anglaise. Il vient de sortir en Italie, il va sortir en russe. Et on espère que... on espère. Modestement. On espère que ça va bien marcher. Les Tunisiens parlent beaucoup, mais lisent assez peu. Mais personne ne lit de nos jours. On va toucher un peu. Voilà, donc on a eu de la chance d'avoir du succès. Et donc, comme j'aime bien parler en public, et parce que c'était aussi mon métier avant, j'ai fait une série de conférences, et de plus en plus des conférences en tandem avec des personnalités médiatiques en France et puis aux États-Unis, etc. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que ça a posé, c'est très cocasse de voir, parce que la France est un pays bizarre. C'est un pays qui est très particulier avec une intelligentsia qui est dans le déni de réalité aujourd'hui. On le voit dans le processus politique en France, on voit que le lendemain où il y a une marche pour la liberté d'expression contre les attentats de Charlie Hebdo, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils attaquent en justice Dieudonné pour avoir fait un trait d'humour, bon, peut-être pas très habile, mais enfin, la liberté d'expression, elle est pas tout à fait, elle est très à géométrie variable. Ouais. C'est un des nombreux exemples la loi Guessou. C'est un des exemples de ces bizarreries qu'il y a dans ce pays français. Et en France, malgré ce succès, aucune invitation dans les médias, aucune revue de presse dans les journaux, rien. En Italie, c'est pas le cas. En Italie, ça s'intéresse. Ici aussi, j'espère. Mais typiquement en France, ça a été que du bouche-oreille, que du underground. Et j'ai pu rencontrer, faire des petites conférences, des interviews avec des gens très sulfureux comme Alain Soral, ou des gens plus mainstream, en guillemets, comme Oberton ou Zemmour, ou d'autres où on a pu se rencontrer, etc. Chomsky, j'ai interviewé. Enfin, je suis allé voir des gens de tous les bords et de tous les spectres, parce que moi, je me considère apolitique. C'est-à-dire qu'au fond, ce que j'explique, c'est de la métapolitique. C'est que survivre, c'est déjà pas mal. Après, on verra bien si on est de gauche, de droite, de trucs. Je pense qu'en plus, toutes ces définitions politiques, elles existent dans un monde extrêmement luxueux, extrêmement faste. Mais lorsqu'on va être dans la pénurie, il n'y a plus de redistribution sociale. D'ailleurs, ça va être une des conséquences, malheureusement, difficiles. C'est quand le filet social des démocraties européennes et américaines va disparaître. On va avoir du chaos. On va avoir du chaos social, on va avoir des révoltes, on va avoir des luttes de classe réelles, on va avoir des conflits. En plus, les conflits, ils sont instrumentalisés et élevés aujourd'hui. On le voit en France. Je prends l'exemple français parce que culturellement on est proche, mais je vois à travers ma frontière les tensions qui sont en train de se créer entre populations immigrées, français de souche, comme on dit, et autres, sur parfois des raisons réelles. Il y a vraiment des vrais problèmes que personne ne veut voir parce qu'il y a un déni. Mais ces problèmes, ils sont insolubles. On va pas pouvoir les résoudre, je crois pas. Et d'autant moins que les ressources vont devenir rares, que la croissance économique sans ressources et avec ces pénuries va être impossible. Et la récession dans laquelle, en général, le monde est en train avec quelques exceptions, est en train d'entrer depuis 5 ou 6 ans, elle va, à mon avis, s'empirer et il n'y aura jamais plus de croissance.
on va devoir, si on a de la chance, gérer un déclin avec les conséquences pour tout le monde, puisque même la Chine, qui marche assez bien, elle va plus pouvoir exporter autant. À quel prix, je suis d'accord. À quel prix? À quel prix de pollution? À quel prix social? À quel prix l'injustice sociale oui. éclater. Mais voilà, et donc on va avoir des gros problèmes. Donc moi souvent je rencontre des gens de tout bord politique qui souvent ont de la peine avec mon discours, puisqu'ils disent mais ça va à l'encontre de mon dogme, ça va à l'encontre de ma doctrine, ça va à l'encontre de... Et moi je dis oui, mais c'est la réalité. Enfin, d'abord je dis, écoute, vérifiez les chiffres, pensez par vous-même. Je dis toujours, premier chapitre de mon livre, d'abord, pensez par vous-même. Ne croyez pas ce que je dis, vérifiez les chiffres que je vous donne, vérifiez les informations, parce que ça va changer votre vie. Donc, ne me croyez pas sur parole, faites vraiment le travail, vous-même. Et vous êtes responsable de vous-même. Donc, très souvent. Oui, je le dis souvent, parce que je ne veux pas que les gens simplement me croient, parce que, d'abord, je suis personne, mais il faut quand même faire son travail. Et la plupart des gens, quand ils reviennent après, ils disent oui, j'ai compris, j'ai vérifié les chiffres, c'est vrai. J'ai parlé avec des spécialistes dans l'énergie, des spécialistes en pétrole, des spécialistes en agriculture, et tout le monde tire la sonnette d'alarme, mais non, on ne veut pas parler de ça. Et même le terrorisme, c'est devenu un voile, un cache, un rideau, pour ne pas... On voit en France, la priorité numéro 2 du pays, c'est le terrorisme. Priorité numéro 1, c'est... qu'est-ce qu'il disait, Valls? Non, l'emploi, c'est pas une priorité pour le gouvernement. Non, c'était protéger la communauté juive. Je crois que c'était la priorité numéro 1 de Valls. Il a raison, il a peur pour sa femme. Mais c'est absurde. Et on voit bien à quel point le clientélisme et la corruption dans la plupart de ces pays du monde, et c'est ce que je disais aux gens, on est en train de devenir comme l'Afrique, c'est assez rigolo. Et étant d'origine italienne, moi ça ne me surprend pas, je suis habitué, je l'ai vu depuis longtemps. Mes grands-parents me racontaient comment ça fonctionne en Italie, c'est bon, je connais. Mais je le vois arriver en France, aux États-Unis, Washington DC, c'est Byzance, c'est une ville et une classe politique et économique, Wall Street, incroyablement corrompue. Mais c'est institutionnalisé. Ah oui, c'est ça. De la corruption institutionnalisée. Or, les États-Unis, c'était pas ça. L'Amérique, c'était pas ça. Dans les années 50, l'Amérique, c'était quelque chose. Et ils en sont arrivés, pour des raisons que j'explique dans mon livre également, à un état de faillite. Mais c'est la première économie, la première puissance militaire mondiale, en état de faillite, qui est en train de partir dans une course en avant d'endettement, qui est aussi l'un des grands chapitres où j'explique que cette création de dette, elle est en train de mettre tout le monde en esclavage puisqu'il y a des intérêts à payer, et que cette création monétaire, elle va nous amener à des systèmes d'abord de déflation, on est en plein dedans, et puis ensuite d'hyperinflation. Et donc, nous allons revivre ce qu'ont vécu les Allemands de la République de Weimar, les Zimbabwéens, où j'habitais en plein pendant la crise économique de 98, l'Argentine, sauf qu'à l'échelle globale, et avec des peuples hétérogènes, qui n'ont plus rien en commun. Qu'est-ce qui fait un Français aujourd'hui? Alors ça, on en discutait aujourd'hui. En Tunisie, il y a encore un sens de la nation. Mais ça a disparu en France. Ça a disparu en Italie. Ça est en train de disparaître en Italie. La République qui a remplacé le pays. Oui. Et puis en plus, c'est quoi être Français? Personne ne peut me répondre à ça. Alors on sort souvent, oui, c'est être laïque. Mais c'est pas vrai. Il y a 11 millions ou 14 millions de musulmans en France, ils ne sont pas laïques. Bien sûr, pas du tout. C'est vrai. Voilà. Et les 2 millions de catholiques, je crois qu'il n'y a plus que ça en France qui descendent dans la rue, ils ne sont pas non plus laïcs. Et on sent ces tensions dont parle Zemmour, dont parle Houellebecq, dont parle d'autres, Oberton. On sent ces tensions, on sent cette criminalité qui a été lâchée, qui a été laissée. Et c'est vrai, c'est des chiffres réels. Ces tensions, elles sont impressionnantes. Pierre, si vous permettez Bien sûr. Une petite parenthèse, mais vraiment une parenthèse, comme une scolie, comme une sorte de note de bas de page pour non seulement abonder dans ton sens, dans le sens de ton analyse, mais pour expliquer les choses quand même. Parce que je fais partie de ces Tunisiens qui ont vécu en France. J'ai vécu 3 ans à Lyon, j'avais un poste, j'enseignais, je percevais un vrai salaire français. Puis j'ai décidé de rentrer pour des raisons assez multiples, mais en fin de compte, je pense qu'il y a peut-être plus d'espoir en Tunisie qu'en France. Ah oui. Je pense. Hein. Certainement. Je pense. Cela dit, par rapport à ce que
tu disais par rapport à Valls, quand il parle justement, la priorité c'est la protection des Juifs, toute blague mise à part, hein, il a raison. Il a raison parce que bon, j'ai dit sa femme, il a le droit de protéger sa femme, bien sûr, oui. Mais qui a dit à Valls, mais voilà, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Et Roland Dumas n'a pas été, il y a eu des trucs dans les guignols de l'info, mais ça n'a pas fait polémique comme avec ou pour Dieudonné. Dieu sait que je ne porte pas Dieudonné dans mon cœur, mais il y a un vrai problème avec le communautarisme en France. Et ni Zemmour ni Houellebecq, à mon avis, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir, sont à même d'expliquer les choses. Celui, à mon avis, qui a bien expliqué, enfin, il y en a deux, c'est Alain de Benoît et Richard Millier, dont je parle dans si tu lis L'art tunisien de la guerre, le premier chapitre est consacré à l'affaire Millier. C'est soi-disant une affaire littéraire, donc c'est pas de la pub pour mon livre, publié chez K Édition, mais, voilà, mais c'est pour dire que la question littéraire, on a voulu noyer le poisson dans l'eau avec la littérature, l'éloge littéraire d'Anders Breivik. Oui. Mais tout cela témoigne d'un vrai malaise dans la civilisation, pour reprendre le mot de Freud. Et, raison de plus, toi qui es suisse mais d'origine italienne, le livre a été postfacé par un certain Roland Jacquard, ton compatriote, oui. Directeur de collection au PUF, chroniqueur à Causeur, etc. Donc il appartient à une sphère intellectuelle. Et le problème, c'est que également Tariq Ramadan est suisse. Et on ne peut même pas l'inquiéter parce qu'il est suisse. Oui, absolument. Alors, c'est une question que je voudrais te poser. Quand on parle d'un suicide français, d'un malaise, parce que les frères Kouachi, les Némouches, ils n'ont rien d'arabe, je suis désolé. Ils sont français. C'est ce qu'il disait. Hier, j'ai discuté pendant 10 minutes avec l'actuel directeur de l'Institut français de Tunisie. J'ai employé le mot forcing. Il m'a dit, je n'aime pas les anglicismes, mais M. Hassen, c'est pertinent. Pourquoi ? Parce que moi qui suis professeur de langue, de littérature et de civilisation française, je suis complètement démuni. Je suis sans armes. Je n'ai plus les moyens de défendre la langue et la culture française. Non seulement parce qu'on ne sait pas qui est français, pourquoi on est français, qu'est-ce qui représente la France, mais même culturellement, la France n'a plus les moyens de défendre sa culture. Vous savez que cette année, la foire du livre de Tunis, la France était l'invité d'honneur. Et la France, à la dernière minute, s'est désistée. Ça, c'est un scoop, ce que je vous donne. Hein. La même semaine, début mars, j'apprends. La France décline l'invitation. Pourquoi ? Parce que, budgétairement parlant, ils n'en peuvent plus. Deuxièmement, les Normaniens, dont je suis l'un des professeurs, devaient partir en stage à l'ENS de Dune et de Lyon. Stage annulé, restriction budgétaire. Et là, c'est vraiment l'échec et mat, si vous voulez. Eh bien, congrès de la francophonie, puisqu'en mars, il y a la journée de la francophonie, tout le monde y va, sauf la ministre de la Culture, pour ne pas parapher les accords conclus il y a 2 et 3 ans. Donc la France est vraiment sur la paille. Oui. Moi, je pense qu'on... C'est une question d'argent. Hein. Oui, mais je pense qu'on doit... Là aussi, on a un problème ombilical avec la France. Mais ce n'est pas la France qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la Tunisie. Moi, ce que je propose... C'est bon, peut-être. Oui, absolument. Ce que je propose, c'est que je pense que Pierrot n'a pas encore parlé de la nation de base, de la nation de la base autonome. Il faut qu'il continue. Non, mais je vous en prie. Pierrot, il faut qu'il mange un peu. Non, c'est bon. Je ne suis pas très bien. Tout de suite. Avant de parler de la thérapie ou des solutions, il faut que les gens il faut qu'ils disent, moi, s'ils sont d'accord avec l'approche dès le départ, avec le nœud du problème. Est-ce que je suppose que la problématique, le nœud du problème, c'est le bureau, il a fondé
son approche sur l'idée qu'il y a pénurie. Il y a pénurie qui va provoquer tarissement des ressources, qui va provoquer des bouleversements, provoquer la fin du monde. Cette problématique n'est pas nouvelle, elle a été traitée depuis des siècles par des écrivains, par des économistes, par des penseurs. Ce n'est pas par des historiens. On parlait dans les années 70 de pénurie de l'énergie, on parlait, chaque fois qu'il y a crise, on parle de pénurie, on parle de tarissement des ressources, on parle de crise éventuelle et imminente. On parle, et on a fait des films sur ça, on a fait des livres sur la fin de l'histoire, la fin de la civilisation, le besoin de chercher ailleurs, etc. Est-ce que des gens présents au pouvoir, il est d'accord dès le départ avec nous? Est-ce qu'il a des réserves? Si quelqu'un il a des réserves avec cette problématique, avec ses propositions? Ou est-ce qu'on est d'accord? S'il y a des réserves, donc il faut justifier ces réserves, il faut dire pourquoi. Moi j'ai des réserves. Il y a des gens qui ont des réserves, certainement. Ils ne sont pas tous d'accord avec les actions de départ. Toi, tu as des réserves sans avoir vu le livre. Là, je ne parle pas de livre. Maintenant, je parle. Non, mais c'est normal. Tu as des réserves d'approche sans avoir ni entendu, ni essayer de comprendre un petit peu pas la problématique, la solution qu'il apporte. C'est des réserves de principe. Moi, je parle de principe. Non mais je comprends. Je peux commenter avant de. Pierrot, je préfère que tu termines. Voilà, Non mais. Tu termines un peu. Je demande à l'auditoire. Non mais. Comme ça, on peut passer aux questions après. D'accord. Bon, alors je vais terminer, mais je vais parler un petit peu de. Raisonnement, il faut bien qu'il termine son raisonnement. ليه معقول معناها on anticipe sur quelque j'aime une réserve de réserve d'argent. Il parlait de réserve d'argent, pas de réserve. Non, mais peut-être pour continuer, puis je vais effectivement adresser parce que vous avez raison de poser la question et vous avez raison de poser ces questions, puisque c'est vrai. On peut remonter à la fin du XVIIIe siècle où Malthus en Angleterre avait commencé à parler des limites. Et il disait une population ne peut pas croître à l'infini dans un monde limité. Et avec les technologies de cette époque, il avait dit bientôt ça va s'arrêter. Or, il y a eu la révolution industrielle, la révolution agricole, et donc les limites ont été repoussées. Le club de Rome, en 1974 ou 13, je ne sais plus exactement, avait déjà dit, dans son fameux, white paper, dans son fameux papier blanc publié à cette époque, en disant, voilà, l'âge des limites également, il parlait de la fin du pétrole dans les années 2020. Et évidemment, eux n'ont pas vu et tout le monde parlait de ça, dans les années 70, et évidemment, ils n'ont pas vu les découvertes de pétrole en mer du Nord, notamment, et en Alaska, ce qui a redonné 20 ans de production aux États-Unis et aux pays d'Europe du Nord. Donc, on peut légitimement se poser la question, est-ce que, déjà au niveau des ressources, est-ce que finalement la technologie nous permet d'obtenir des nouvelles ressources ou plus de ressources dans des endroits inaccessibles? Et ça, c'est vrai. La réponse est oui. C'est pas seulement la technologie. Pas seulement la technologie, c'est aussi des nouvelles techniques, des nouvelles découvertes. Toutefois, de nouvelles sources d'énergie, de gaz de schiste. Est-ce que vous savez vous savez certainement, vous savez que les États-Unis, depuis 2005, ils ont leur dépendance par rapport au pétrole a diminué de 30%. oui. Et maintenant, dans une année, ils vont devenir exportateurs pour la première fois de leur histoire. Mais moi, Attendez, oui, mais je vois très bien. Le gaz de schiste aujourd'hui aux États-Unis, c'est comme la ruée vers l'or au 19e siècle, aux États-Unis. Il y a des villes qui prospèrent aujourd'hui
aujourd'hui autour de bassins de gaz de schiste. C'est des découvertes inouïes. C'est vrai que la consommation, que le tarissement du gaz de schiste est plus rapide, oui, que celui que le pétrole, que l'énergie fossile, etc. Collatéraux. Non, c'est un problème parce que les États-Unis, je ne crois pas que la société civile américaine ou dans d'autres pays n'est pas capable de réagir s'il y a réellement des risques. Il y a des risques. Ça ne va jamais terminer. Ah, d'accord, il n'a pas. Oui, bien sûr. Non, mais c'est des. La manipulation de l'opinion publique, ils ont attaqué l'Irak. L'opinion de merde des Américains parce qu'ils pensaient qu'il y avait l'arme de destruction massive. C'est le marketing politique qui ont donné les choses. Donc ils peuvent le faire. Attends. Il termine le truc parce qu'il n'a pas terminé. Puis on posera des questions. Alors, on va voir l'intérêt pour la Tunisie et pour le Maghreb, ce qui m'intéresse le plus, n'est-ce pas? Les nouvelles technologies, les nouvelles découvertes amènent un peu d'oxygène pour tenir un petit peu plus longtemps. Mais lorsque je fais l'effort d'aller au-delà des titres de manchettes des journaux et que l'on regarde les vrais chiffres de production et le coût de production, notamment le coût énergétique, ça c'est le point important, puisqu'il ne s'agit pas de... parce que les économistes nous disent s'il y a rareté, le prix va augmenter. Donc, ce sera rentable d'aller chercher n'importe quelle matière là où elle est peut-être plus coûteuse. Mais la réalité, c'est que, ça c'est une approche monétaire, la réalité c'est qu'il faut le voir d'un point de vue énergétique. C'est lorsque l'énergie nécessaire pour aller chercher l'énergie à des milliers de mètres sous l'océan, dans des endroits très reculés, on parle des pétroles en Arctique, en Antarctique, etc., on se rend compte qu'énergétiquement parlant, c'est beaucoup moins rentable et beaucoup moins facile qu'on ne pense. Et quant aux réserves, des soi-disant réserves pour des siècles aux États-Unis, quand on regarde les chiffres réellement, on voit que ça a été, spiné, ça a été monté par finalement les promoteurs de cette industrie qui avaient besoin, parce que ce sont des gisements qui sont extrêmement high capital investment, c'est-à-dire il faut beaucoup de capitaux, donc il faut attirer beaucoup de capitaux pour démarrer. Et de plus en plus, les géologues, quand ils quittent les entreprises, parce que là, avec les prix qui ont baissé, il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés au chômage parce que beaucoup de ces puits qui ont effectivement généré pas mal de croissance ces 5 dernières années aux États-Unis, ils nous expliquent que, par exemple, il y avait cet exemple l'année dernière en Californie, où les réserves de schiste californiennes, elles avaient été surévaluées. En fait, il n'y avait que 2% des réserves annoncées. Donc lorsqu'on commence à avoir des annonces comme ça, ou comme par exemple, j'avais vu des journalistes qui disaient, en Australie, les réserves potentielles de pétrole de schiste sont entre 3 et 3 000 milliards de barils. 3 et 3 000, mais c'est quoi comme fourchette débile? Donc en fait, on se rend compte que les journalistes ne comprennent pas du tout. Ils font plus l'effort. En tout cas, en Occident, on voit d'ailleurs que le monde de l'information subit des gros problèmes. Mais de toute façon, c'est important d'aller dans les détails, c'est important de regarder. Toutefois, la pénurie des ressources, c'est une des tendances, à mon avis, lourdes qui vont nous amener des problèmes. Ce n'est pas à cause de la pénurie que nous allons avoir des problèmes, c'est un des éléments. Il y a d'autres éléments, il y a les destructions des niches écologiques, il y a par la pollution, par la destruction des sols, etc. Parce c'est très bien qu'on découvre par exemple demain au large de la Tanzanie des grandes réserves de pétrole, comme les réserves de pétrole qu'on a découvert au Brésil. Ils ont découvert 3 milliards de barils, c'est la plus grande découverte des 10 dernières années, mais 3 milliards de barils, c'est un mois de la consommation humaine. Donc ça nous donne un petit peu d'oxygène si on ajoute toutes ces découvertes, mais ça ne va pas très loin. Mais admettons qu'on découvre vraiment plein de pétrole ou que des nouvelles technologies nous amènent de l'énergie bon marché et facile à utiliser. Pour peu qu'on soit capable de faire des transitions même, parce que parfois on nous dit, oui mais il y a le solaire, il y a l'éolien, tout ça. Oui mais 99% des flottes mondiales c'est du diesel. Comment est-ce qu'on va transformer les bateaux, etc. à autre chose? Ça va prendre des décennies et des décennies au mieux. Mais on peut très bien imaginer qu'on a de l'abondance énergétique, mais qu'on a des problèmes avec les sols et avec l'eau. On peut imaginer que le point de rupture il soit atteint par une de ces nombreuses
tendances. L'une, c'est la pénurie. L'autre, c'est l'effondrement écologique, à mon avis. Et puis, il y a l'effondrement financier, nous sommes en plein dedans, qui est en fait, il y a tout un gros chapitre là-dessus dans le livre, qui est en réalité la course en avant à la recherche d'une croissance qui est de plus en plus difficile par la création de dettes, par de l'endettement, et finalement l'achat de réussite politique par l'endettement pour acheter la paix sociale, par exemple, ou la croissance économique, ou des dépenses d'infrastructures, etc. On voit la Grèce, qui se retrouve, un des premiers pays en Europe avec Chypre, mais pas le seul, loin de là, qui se retrouve à avoir investi avantageusement, au taux d'intérêt allemand d'ailleurs, et qui a emprunté des sommes colossales pour améliorer son infrastructure, financer la consommation des Grecs, augmenter leur niveau de vie de manière considérable, mais maintenant la facture arrive. Enfin, elle arrive depuis 5 ou 6 ans, et on voit que s'il y a cette fuite de toujours devoir demander un peu plus, puis en même temps on fait moins de revenus fiscaux, et puis l'économie baisse, donc il y a une spirale négative qui se met en place. On la voit aux États-Unis, on la voit dans tous les pays occidentaux, et les seuls pays au monde qui sont peu endettés sont pas forcément significatifs. Le Japon, l'Angleterre, la Grèce, évidemment, la France, sont tous, lorsqu'on arrive au-delà de 100% du PNB en dette, on commence à avoir des problèmes. Alors, il faut avouer que là aussi, les gestionnaires de la Réserve fédérale américaine et des autres banques centrales, c'est des magiciens. Parce qu'ils ont réussi à créer des masses monétaires incroyablement volumineuses. Ils ont multiplié par 3 aux États-Unis la masse monétaire, même en Suisse. Hein. En Suisse, on y est allé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Au Japon, bien sûr, également. Et sans créer de l'inflation. Et ils ont été très très forts, parce que cet argent n'est pas redescendu dans l'économie réelle. Les petites entreprises n'arrivent pas à emprunter pour se financer, etc., malgré cette création de masse monétaire. Donc, ils ont été assez bons, il faut l'avouer. Ils ont tenu le coup sans créer de l'inflation. Et parce qu'ils le savent, ils savent très bien ce que c'est que l'hyperinflation, quand il n'y a plus de confiance dans la monnaie. Sauf que la dette, que je considère être de l'esclavage, à terme, quand on ne peut pas la rembourser, tôt ou tard, on arrive soit à la vente des actifs d'un pays. On voit la Grèce qui vend ses ports, qui vend toutes ses infrastructures, souvent des Chinois, mais d'autres. Et donc on appauvrit réellement le pays, puisqu'on appartient à d'autres. Alors on pourra me dire, ça se renationalise. Oui, pourquoi pas, mais À quel prix? à quel prix et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Donc il y a aussi cette crainte de crise financière, de crise de la dette. Donc il y a ces éléments, à mon avis, lourds, et la crise, elle peut venir à tout moment, par ces éléments qui, au fur et à mesure des années, puisque ça converge entre surpopulation, dévastation des environnements, pénurie peut-être des ressources, et crise financière, on a ces éléments qui s'amplifient. Et le résultat, à mon sens, à mon avis, c'est qu'on n'aura pas de croissance. Parce qu'on ne peut pas avoir de la croissance dans ces conditions-là. Et même l'innovation, elle est plus financée. Parce que c'est beaucoup plus rentable de mettre son argent en bourse, alors que la bourse monte malgré les médiocres résultats des entreprises et une économie qui stagne ou qui baisse. Ben c'est parce que l'argent est investi cet argent créé, il est investi dans les marchés. Je suis toujours étonné de voir aujourd'hui le Nasdaq, le Standard & Poor's 500, le Swiss Index, qui est au maximum. Il est au maximum historique. Alors que les économies tirent la langue et que les entreprises tirent la langue. C'est incroyable. Et tous les banquiers à Genève à qui je parle, ils me disent nous, tant qu'on gagne, on joue, hein, mais on ne comprend plus. Je veux dire, ça n'a pas de sens. À bout d'un moment, ça va se planter. Alors on grignote le plus longtemps possible, on reste dedans le plus longtemps possible, et tout le monde espère pouvoir sortir ses billes au dernier moment. Généralement, on n'arrive pas. Hein. Et ça devient inquiétant. La question qu'il faut se poser, une fois qu'on est à peu près convaincu ou pas, hein, on peut aussi effectivement mettre en cause cette logique. Là où ça devient moins empirique, et je veux bien l'admettre clairement, il y a deux questions qu'on doit se poser. La première, c'est quelles sont les conséquences de cela. Et l'histoire nous montre que lorsqu'on a des effondrements, lorsqu'on a des crises, c'est très brutal, très violent, et parfois ça peut aller sur l'extrême violence envers les personnes. J'avais un débat houleux là, il y a quelques semaines où quelqu'un me disait mais non, mais après tout l'Allemagne de Weimar c'est bon, ils sont pas morts. Parce qu'il me disait mais tu parles de guerre civile, les Allemands en Weimar ils n'ont pas eu de guerre, etc. Je dis attends, c'est la montée du nazisme, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, un peu qu'il y a eu des morts.
l'Allemagne a été rasée, quoi. Il disait par exemple, oui, la Révolution française, au fond, ils ont eu la crise financière, la Révolution, mais bon, vous en faites pas, les gens, vous allez mourir dans votre vie, ne vous en faites pas, dans votre lit, ne vous en faites pas. Moi, je dis la Révolution française, 700 000 Vendéens génocidés, des gens morts de faim, des gens qui se prostituent, les guerres napoléoniennes avec la dictature, enfin, bon, les conséquences sont violentes hein, de ces effondrements. Ça finit souvent en dictature, ça finit souvent en guerre, ça finit souvent en catastrophe. Et donc, mais ça on peut débattre, parce qu'on peut très bien imaginer une société où ça va mal et tout le monde est solidaire et tout se passe bien. Sauf que, encore une fois, peut-être en Tunisie vous êtes homogène, peut-être qu'en Tunisie vous n'avez pas 15% de la population qui vient du Mali. Non. Ça va vous êtes... On a 15% qui vient d'Afrique. Ah, c'est nouveau. Voilà. Mais peut-être que vous avez quand même des voisins, un voisin qui a été pulvérisé, et un autre voisin qui est quand même très grand et qui est fragile, qui reste fragile. Qui résiste. Oui, qui résiste. Jusqu'à maintenant, Mais comme il a des ressources, il faut aussi faire attention à l'Empire américain blessé. on y reviendra. Oui. Parce qu'il est en train de faire le trop, notre voisin. Il est en train d'acheter sa paix en cédant ses ressources. La deuxième question qu'il faut se poser, et c'est là où on en arrive pour conclure à la solution. C'est-à-dire, on va conclure là, pour passer aux questions. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en termes individuels? Parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à discuter intellectuellement avec plein de gens et dire les Américains, ils ont menti pour faire la guerre en Irak. Enfin, ils ont menti depuis qu'ils existent. Hein. La guerre contre l'Espagne en 1898, la Première Guerre mondiale, c'est que du mensonge, la Deuxième Guerre mondiale aussi. Enfin, par défaut, les États mentent. C'est la règle dans l'histoire. Bon, on peut discuter longtemps des complots, de qui a fait quoi, du 11 septembre. Moi, je suis convaincu que, voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et moi, d'ailleurs, ça ne m'intéresse même plus de discuter quand il y a un attentat. Je ne veux même pas rentrer dans la discussion de qui, pourquoi. Moi, c'est la conséquence. La conséquence, c'est qu'est-ce qui va arriver et surtout, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, j'ai réfléchi quelques années là-dessus et je me suis dit, bon, alors au début, je me suis dit, bon, j'ai acheté des conserves, je les mets chez moi, comme ça, s'il y a un problème, j'ai de l'eau et de la nourriture. Comme faisaient mes grands-parents. Les grands-parents, ils avaient tous des conserves à la maison, des sacs de semoule, de pâtes, etc., de l'huile d'olive et tout. Puis après, je me suis dit, oui, mais bon, après, ça s'arrête. Puis quoi? Une fois qu'on a mangé des réserves, ok, je suis armé parce qu'en Suisse, on est des citoyens soldats, donc on peut se défendre, etc. Mais après, je sais faire quoi? Je suis dans le marketing, ça va pas servir. Je sais rien faire de mes mains. Je suis pas capable de visser une ampoule. Et donc, je me suis dit, non, il va falloir apprendre des compétences, etc. Et j'ai structuré cette pensée, comme je disais au tout début, en prenant ce concept qui s'appelle base autonome durable, qui en gros veut dire un endroit où on est enraciné, où on peut être autonome dans la durée. Enraciné parce que je ne crois pas qu'on peut être nomade et garder une civilisation. D'ailleurs, la plupart des civilisations elles sont sédentaires, elles ne sont pas nomades, bien sûr. Et donc, se fixer, ça peut être une maison de vacances, ça peut être là où on habite, ça peut être en ville, c'est plus dur qu'à la campagne, etc. Autonome parce que ça veut dire qu'on va chercher tout ce qu'on a besoin. On va avoir tendance à essayer d'être autonome dans tous les domaines qui sont nécessaires. Ce n'est pas forcément une obligation d'arriver à 100%, mais au moins d'essayer d'avoir un petit peu d'autonomie. Et puis durable, c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'on va aller dans un autre modèle, dans un autre type de civilisation qui ne sera pas basé sur la croissance, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et donc, dans la durée, il ne s'agit pas de s'en sortir 3 mois, 2 semaines. En cas d'un orage, en cas d'un ouragan, il va falloir s'en sortir plus à long terme. Serre-toi. Merci. Et donc, j'ai résumé cette approche sur 7 éléments qui sont à mon avis indispensables à la vie, qui sont l'eau, la nourriture, évidemment, l'hygiène et la santé, l'énergie, les connaissances, parce qu'il s'agit aussi de garder nos civilisations. Dans les 50 dernières années, on a fait beaucoup de mal, on a fait beaucoup d'erreurs. Mais nous sommes issus, vous, des grandes civilisations millénaires, ici en Tunisie, carthaginoises, méditerranéennes, arabo-musulmanes, moi, européenne, suisse, romaine, hellénique. On doit garder ce qui est bon. On doit apprendre ses connaissances et compétences, point numéro 5. Point numéro 6, c'est se défendre, apprendre à être des citoyens
responsables, qui ont le droit et le devoir de se défendre, de défendre les leurs et de défendre leur nation. Et puis en 7e point, le lien social, c'est-à-dire qu'à la fête, on ne va pas s'en sortir tout seul. L'idée n'est pas d'être caricatural comme dans certains films où on voit ces gens qui survivent dans un bunker ou dans la forêt. L'idée, c'est que nous allons devoir recréer des liens avec les membres de notre famille, nos amis, nos voisins, et pourquoi pas transformer, et c'est un peu la démarche que j'explique dans mon livre, à la fin, c'est que non seulement nous allons avoir notre base autonome durable, mais pourquoi pas transformer notre ville, notre région, et peut-être le pays dans lequel on vit, et c'est ce que je souhaite pour la Tunisie évidemment, en base autonome durable. Ce qui est en fait le seul moyen de tenir à long terme dans des crises. Ce qui n'empêche pas le commerce, ce qui n'empêche pas les voyages, ce qui n'empêche pas d'avoir une ouverture sur le monde. C'est pas du tout on se bunkérise pas du tout. Mais d'avoir toujours à l'idée qu'est-ce qui est stratégique, l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, et d'avoir le maximum d'autonomie dans ce genre de choses. Et j'ai la chance que par exemple le gouvernement suisse, à différents degrés, à différents endroits, s'intéresse beaucoup. L'armée suisse est un grand fan de mes livres, c'est une lecture obligée à l'école d'officiers. Ils s'y intéressent parce qu'ils ont compris qu'il y a des... C'est une mentalité suisse. C'est aussi une mentalité suisse. Mais enfin, ils sont prévoyants et ils se disent, voilà, la Suisse a plein de problèmes. Nous sommes 8 millions d'habitants, dans un tout petit pays, extrêmement dense, avec de moins en moins de terres agricoles. On n'arrivera pas à nourrir 8 millions d'habitants en cas de crise. Et donc, l'État fait des réserves. L'État fait des réserves pour 2 ans de carburant, de nourriture. On commence à préparer des milices citoyennes pour compenser les éventuelles carences de l'armée. On fait du travail, mais on sait que ça va être difficile. Et donc, ils prennent au sérieux. Contrairement en France, où officiellement, on n'a pas du tout pris au sérieux. Dans chaque villa suisse, il y a un abri... Pendant la guerre froide, c'était obligatoire, ça ne l'est plus. Mais il y a encore souvent dans les maisons des abris anti-atomiques qui ont peu d'utilité dans ce que j'explique, puisque au fond, ça n'est qu'une cave dans laquelle on a des filtres à air et auquel on peut c'est un abri antinucléaire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc moi, cette approche que j'essaye de faire, vraiment avec modestie, c'est vraiment de dire, nous pouvons réapprendre à être responsables. Parce que nous sommes trop dépendants d'une machine économique très lourde, de plus en plus très complexe, qui à mon avis devient extrêmement fragile et qui à mon avis va se planter dans les 5-10 prochaines années. Et donc on a encore un peu de temps, pas beaucoup, mais on peut se préparer en termes de citoyens, de familles, de groupes. Et c'est ce que je souhaite, et donc je suis ravi qu'avec un livre en version arabe, je peux toucher plus de monde, et pourquoi pas, et comme je dis, faire en sorte que la Tunisie devienne une base autonome durable en soi. Voilà. Merci beaucoup. La première question qui m'interpelle, c'est que justement, vous en parlez comme si ces pays-là, dans le cas où ils appliquent votre thèse et qu'ils deviennent autonomes, seront libres de faire ce choix et ne seront pas dépendants des autres. Or, en tout cas, les exemples arabes que nous avons vécus, vous avez l'Irak, qui est un pays qui est devenu un pays autonome, oui, qui avait une élite, qui avait à peu près 3000 savants, oui, qui avait une élite universitaire et administrative qui était l'une des premières dans le monde arabe. C'est vrai. Il avait une très grande armée. Quatrième Et du monde. justement, non, ça c'est de la tox, mais quatrième du monde pour mieux la détruire. Et justement, vous avez la Syrie qui a réussi à avoir son autonomie en matière de produits céréaliers et qui exportait des céréales parce que justement elle a choisi cette justement indépendance en matière de sécurité alimentaire. Et à chaque fois qu'un pays comme l'Irak, aujourd'hui l'Iran ou la Syrie, en tout cas dans notre région, Ou la Libye. La Libye, pas vraiment, parce qu'il n'y a même pas d'institution, donc c'est un pays qui a toujours dépendu des autres, Oui. mais pas l'Irak. Et donc à chaque fois que l'un de ces pays a réussi à s'imposer on l'a détruit. Donc, en fait, sommes-nous libres justement de faire ce choix d'autonomie dans un monde où c'est mondialisé et où il y a beaucoup d'enjeux. Quand les Yazidis, dans le nord de l'Irak l'année dernière, 150 000 personnes, petite secte que je ne connais pas, mais se sont fait massacrer et mis en esclavage. Ouais. Par Daesh, avec les Toyota et les vêtements neufs et les armes neuves. Et surtout les vêtements en Oui, oui. C'est le même fournisseur. Oui, c'est le même fournisseur que Guantanamo. Bon,
La question que je me suis posée, c'est pourquoi ils n'ont pas prévu de se défendre? Ça fait 20 ans que l'Irak est pilonné. Pourquoi ils n'ont pas pensé à se procurer d'une manière ou d'une autre des armes et former des milices et se défendre? Peut-être qu'ils attendaient que quelqu'un fasse quelque chose. Peut-être qu'ils attendaient que leurs représentants, le gouvernement, qui n'existe pratiquement plus en Irak, fasse quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Or, en termes d'individus, nous ne pouvons pas. Moi, encore une fois, je regarde mes enfants, je ne peux pas. Mes enfants, je leur apprends à se battre. Je leur fais faire des cours d'arts martiaux. Je leur apprends à 7 ans, je leur fais commencer à utiliser des armes à feu. Ah oui, Mais la dimension culturelle. Oui, bien sûr. C'est clairement. Donc, moi, j'ai fait ça. Alors, ils utilisent des petits fusils très petits, à 7 ans. Mais petit à petit, bon. Parce que je veux qu'ils comprennent que l'homme n'est libre que s'il est capable de protéger ce qui lui appartient. Alors ensuite, oui, vous pouvez faire cette démarche d'autonomie, de liberté, si votre pays se fait envahir par le voisin. C'est pas nouveau, ça arrive, l'histoire est pleine. L'histoire n'est que l'étude des invasions, des guerres. Là, on ne parle pas de voisins pour l'Irak. Non, bon, alors. Oui, bien sûr. Donc il y a des enjeux. Lui, il a commencé par envahir un autre pays qui était son voisin. La chance de la Tunisie, comme je dis souvent, et que vous le savez, c'est que vous avez peu de ressources naturelles. Vous avez l'agriculture, vous avez la pêche, et vous avez votre éducation, le système éducatif. Mais heureusement, vous n'avez pas beaucoup de pétrole, vous n'avez pas... Moi, j'ai plus de crainte que le prédateur mondial aujourd'hui s'intéresse à l'Algérie qu'à la Tunisie. Il s'intéresse à l'Algérie, on le sait. Et tant que... Il ne faut pas se voiler la face. La Tunisie n'a pas de ressources, ça n'intéresse personne. On a été victime de notre C'est l'envoi fantasme. stratégique Oui, qui intéresse tout. c'est un fantasme. Vraiment, c'est un fantasme. Parce que la même année, en mars, le 26 mars exactement, 2010, un certain Abdeslam Trimch, à Monastir, ville natale de Bourguiba, s'immole par le feu devant le gouvernorat de Monastir et... Rien ne se passe. Voilà. Et à peine, combien de mois 3, 9 Parce que les monastériens sont... des couillons. Non, parce que c'était le 26 mars 2010. C'est-à-dire 9 mois et 7 jours avant l'immolation par le feu de Mohamed Bouaziz. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a joué la carte du régionalisme, de l'intérieur et surtout, Monastir, ville natale de Bourguiba, on pouvait étouffer cela parce que c'est le Sahel, il y a des traditions d'allégeance à l'égard du pouvoir central. Bourguiba de Monastir, Ben Ali de Souss ou de Hamansous. Mais Sidi Bouzi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme qui s'immole par le feu parce qu'il a agressé une policière municipale. Oui. Et attendez, parce qu'elle est libre maintenant. Si Ben Ali l'avait mise en prison pour contenter le peuple. Ben Ali est parti, elle a été libérée suite à un jugement. Donc il faut arrêter. Donc le mythe de la révolution, on voulait jouer cette carte-là. La femme à qui il a dit... le poids, il a dit... Voilà, avec tes seins, c'est avec tes... Bon, je pense que... C'est avec tes seins que je vais peser. Bon, alors... Je pense que vous le savez. Voilà, Samir. Alors, je pense que nous sommes, aujourd'hui, on explique un peu ce qu'il le est plan B. arrivé, mais nous sommes en plein, et la présence du bureau va nous servir un tout petit peu à comprendre un peu la vie. On ne va pas traiter du passé. Le passé, on est dedans. Comment là. aider maintenant On est les dedans. opérateurs Qu'est-ce qu'il nous tunisiens faut à sauver justement les c'est vrai acteurs que- économiques tunisiens Tout d'abord, c'est que la réalité, vous ne pouvez que la gérer. C'est-à-dire que c'est vrai que si en 2011, les États-Unis avaient dit non, Ben Ali saute pas, Ben Ali sautait On pas. n'aurait pas sauté. Et parce que l'armée intervenait Oui. pour le protéger. Oui. Mais les États-Unis ont dit finalement, it's time for a change, ça va, ça nous dérange pas, on va passer à autre chose. Parce qu'en Égypte, quand ils ont dit que finalement les frères musulmans ça les arrangeait pas, D'accord, on le sait. ils sont partis. Hein. L'émotion orchestrée, mais c'est spontané peut-être. Mais on s'en fout. Voilà. Nous, on veut voir. C'était spontanément une question. Voilà, spontanément. Spontanément en question. On te demande des solutions. Voilà. Alors après, Sofiane. J'aimerais vous raconter une histoire. Alors, il y a à peu près une dizaine d'années, je suis rentré chez moi, il était à peu près 6-7 heures de l'après-midi, j'étais seul à la maison, et j'ai ouvert la télévision.
C'était en quelle année 2003-2004. Et je tombe sur une émission sur Arte, il y avait un dénommé Luttwak qui était conseiller politique de George Bush Jr. Et il disait en ces termes-là, il disait que dans 8 ou 9 ans, le Maghreb allait être la proie d'attaques militaires et qu'il allait être pratiquement désintégré. Pourquoi je dis désintégré? Parce que tout à l'heure, Pierrot avait parlé de la Grèce. Quand un pays commence à vendre toute son infrastructure, c'est qu'il n'existe plus. L'État n'existe plus. Il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a que 8 ou 9 pays au maximum qui sont souverains. C'est tout. Tout le reste, c'est pas souverain. La Tunisie n'est pas souveraine, c'est pas possible. La Libye n'est pas souveraine. Aucun pays africain n'est souverain, à part celui qui a la bombe atomique. L'Afrique du Sud, probablement, est souveraine. Mais aucun autre pays, à part la France, encore la France. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, moi je crois pas. Je crois qu'elle est pas souveraine. Aujourd'hui, on est confronté. Donc, les solutions, c'est dans ce que nous avez dit, en filigrane. Mais nous sommes confrontés à une désintégration de ce pays. C'est un pays qui est en train de partir en lambeaux. Et tous les autres pays arabes sont en train de partir en lambeaux. Et d'autres pays, Philippines, etc., en Amérique du Sud, etc. C'est à peu près le même schéma. Parce que ce n'est pas des pays souverains. On est seul. Tu sais, la Tunisie, qu'est-ce que ça veut dire la Tunisie seule? C'est zéro. C'est rien. La Tunisie, c'est la Tunisie, elle devrait être avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Libye, etc. On a représenté 100 millions quand même. Il y a quand même quelque chose. Et puis surtout, c'est des pays, le plus important, on s'en fout du pétrole. On a des pâturages et on a de l'eau. Ce sont des pays qui ont des pâturages et qui ont de l'eau. Et là, on ne s'imagine pas la chance qu'on a de savoir qu'il y a de l'eau. Et donc, je vous laisse continuer parce que c'est ça, on est confronté à ça. Ce sont des pays qui sont en voie ou désintégrés, qui n'existent plus pratiquement. Il y a une petite histoire. Vas-y. Je voulais réagir à propos de la croissance. C'est un peu plus fort. Oui, un peu plus fort. Et réagir à propos de la souveraineté. Et à propos de la crise. Est-ce que nous vivons une crise où il y a une crise, on anticipe une crise énorme? Alors que je pense que tout le monde aujourd'hui, philosophes, économistes, politiciens, s'accordent à dire que depuis les années 60 ou 70, nous gérons des crises, il n'y a plus de stabilité. On parle maintenant d'économie des crises depuis des années. C'est fini. On n'est plus dans un cadre, dans une logique de stabilité. Tout le monde s'accorde à dire que on ne gère plus des budgets équilibrés depuis les années 70. Les États. Oui. Ce n'est même plus une vertu d'avoir un budget d'État équilibré. L'endettement, c'est la base. L'endettement ou les économies d'endettement, c'est la base de toutes les économies du monde. Et, paradoxalement, malgré que je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à propos de l'excroissance, des conséquences de cette anarchie de croissance, etc., sur l'environnement, sur le social, sur l'exclusion de pans entiers de population. Aux États-Unis, il y a des millions qui sont exclus, qui sont marginalisés, qui sont dépourvus de couverture sociale. Et de 40%. Mais ce n'est pas ça le problème. Les gens aujourd'hui gèrent la crise. Et quand on étudie dans les universités d'économie, les grandes universités, on n'étudie pas la stabilité. On étudie la gestion de la crise dans les entreprises. Donc, au sein des entreprises micro, dans un cadre micro, on étudie la gestion d'une entreprise en crise. Oui, il parle de l'après-crise. Quand la crise s'aggrave, une crise c'est grave, ça peut devenir et moi, je continue un peu. C'est intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En 2008, Après. On ne peut pas partir. En 2008,
il y a la crise financière. Et on s'aperçoit qu'on réalise, c'est une crise qui est plus importante que celle de 1921. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? On réalise que le système capitaliste est de plus en plus fort et il a une capacité d'adaptation, d'absorption des crises inégalée. C'est vrai. Bon. Et il se renouvelle. C'est vrai. Et comme si les crises le fortifient davantage. Ouais. Donc, Ok. et là, parler d'apocalypse, c'est un peu. Le système, les États-Unis maintenant, au lendemain de la crise, font 5% et 6% de croissance. En vendant des armes, en créant des guerres. Vendez des armes. Vendez des armes. Vendez des armes. Les États-Unis ne vont pas créer des armes pour mettre des Non, vendez des technologies. On ne nous laissera pas. Vous n'êtes capable. Vous n'êtes pas digne d'exister si vous n'êtes pas capable de contrer, de dire. Les États-Unis. Je parlais tout à l'heure, il parlait de mon ami, parlait du conseiller de Bush Junior qui anticipait des guerres au Maghreb et de dislocation. Mais ça c'est l'esprit de complot, l'esprit de. Comme s'il y avait aux États-Unis des gens, c'est vrai que c'est des gens qui travaillent pour leur intérêt, l'intérêt de leur puissance, l'intérêt de leur pays, travailler comme eux. C'est vrai qu'il y a un groupe de juifs, de sionistes autour de Bush Junior qui a tout fomenté, qui a tout arrangé. Mais c'est pas ça qui est légitime, que nous revendiquions, je ne sais pas, que nous soyons dociles et acceptions le. Non, ces gens-là gèrent et défendent des intérêts nationaux. Et puis, certains des gens qui se cachent dans des caves pour fomenter des complots contre les musulmans, contre les États musulmans. C'est pire, contre l'islam. C'est pas comme ça qu'on étudie les stratégies des pays, politiques, etc. Pierrot, qu'est-ce que ça, c'est justement. On va voir là. Je voudrais vous poser une question. Oui. À vous. Quelle est votre banque? ATB. Je ne viendrai jamais à votre banque. Non, mais je crois que vous avez raison. C'était que tu puisses faire pour la télé. Marginalisé, voilà. Attends, on va contextualiser la chose. On est devant un monstre qui est en train de se développer et qui existe. l'ISIS, etc. On est en train de le voir. L'islamisme politique, l'islam politique. L'islam politique. L'islam politique. L'islam politique, Non, c'est vrai. Non, disons l'islam politique. C'est un jeu d'intérêt entre banditisme transnational. Oui, s'il vous plaît, c'est la révolution, ça c'est pas. C'est pas la révolution. Vous avez laissé faire. On a la chance Je ne d'avoir. défends pas ce je n'ai rien à dire. Je ne comprends pas des On s'en fout de qui on appartient à qui. Nous avons un réel problème. Nous avons un réel problème aujourd'hui. C'est la Tunisie dans sa vraie réalité. Voilà, je crois que nous sommes aujourd'hui dans le vrai. On a passé 60 ans à avoir des ministres avec des cravates, etc. Aujourd'hui, nous avons notre réalité, la cartographie de la Tunisie réelle en la vie. Maintenant, ce laxisme et cet extrémisme, ils vont de pair. Tout le monde veut chercher à se placer. Ces guerres, comme a très très bien dit Sofiane tout à l'heure, la désintégration d'un pays, même si nous sommes peut-être parmi les rares peuples qui existent, puisque nous sommes uniformes et cohérents, etc., on a un risque énorme aujourd'hui. Il faut partir de la prospective. Ici, on va le descriptif. On s'en fout du descriptif. On a Pierrot qui parle de prospective. Quels sont les conseils qu'on peut avoir? Quelles sont un tout petit peu les solutions dont on doit imposer un tout petit peu, hein, pour les imposer à nos institutions, à nos gouvernants de mer? Deux petites remarques. Oui, je l'ai. Et ça fait en passant.
Attendez Pierrot, hein. Petite vidéo. Deux petites remarques, et puis pour rebondir sur ce que vous dites, c'est juste. C'est-à-dire que, d'abord, bon, l'islam politique, je pense que c'est un oxymore. L'islam est politique. Oui. Toujours été. Je ne parle pas d'Apocalypse. Je crois que j'utilise absolument pas le mot dans le livre. Les crises, elles peuvent être lentes, elles peuvent être linéaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir une situation qui s'envenime, qui s'empire, et qui est gérée. Oui, tout à fait. Mais il y a des moments de rupture. Il y a des moments il y a des paliers on voit dans l'histoire, il y a des moments où ça casse. Ça peut casser parce qu'il y a une intervention étrangère, la Libye. Ils ont quand même 200 000 morts, le pays détruit. Et à un moment, voilà, c'est une rupture. Alors le Libyen qui se préparait, il doit gérer cette rupture. La Syrie, c'est l'exemple. Il n'y a pas 200 000 en Syrie. Plus. En Syrie, 250 000. Ouais, enfin, beaucoup de morts. Voilà, il y a des exemples concrets. Hein. Un jour, moi j'étais en Syrie la dernière fois en 2008. Pays magnifique. Aujourd'hui, je vois les endroits où j'ai visité qui sont rasés, détruits. La mosquée de Damas, magnifique. La forteresse d'Alep. Fantastique, c'est vraiment des traces incroyables pour l'humanité. Détruites, rasées, etc. Catastrophique. Ces basculements, ils arrivent. Il y a un avant 27 juillet 1914, il y a un après 27 juillet 1914. Il y a un moment où ça bascule. Les guerres ne sont pas du tout exclues lorsque les pays vont en crise. L'évacuation des problèmes sur d'autres par des guerres, c'est vieux comme le monde. Ouais. Les Romains le faisaient. Tout d'un coup, montrer du doigt des ennemis internes ou externes, c'est vieux comme le monde. Ça se fera encore. La question, c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, parfois, on me dit, j'ai souvent cette remarque. Ces derniers temps, on dit bon, s'il y a une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, si les États-Unis attaquent la Russie, de toute façon, quoi qu'on fasse, on va tous être irradiés, on va tous mourir. Bon. Et moi, je dis non. D'abord, c'est pas vrai. D'abord, je pense qu'on a une méconnaissance de la guerre nucléaire. Ensuite, rien faire, c'est pire que de faire, quoi qu'il arrive. Si vous êtes un tout petit peu autonome, si vous savez vous défendre, si vous avez des réserves, si vous avez de la production énergétique, agricole, peu importe, même un tout petit peu, c'est mieux que rien. Parce que d'abord, on n'est pas sûr de ce qui va arriver. Et quand bien même il ne se passerait rien du tout, quand bien même ça irait très très bien, quand bien même on repart et qu'on sera 25 milliards d'habitants à la fin du siècle, et que tout le monde sera riche, et tout le monde aura 4 BMW, 5 maisons, une télévision dans chaque pièce, et prendra l'avion low cost tous les week-ends pour aller à travers le monde, j'y crois pas. Mais quand bien même on en arrivera là, c'est quand même mieux d'avoir ses tomates, ses courgettes, son eau propre chez soi que d'être dépendant d'un système qui devient de plus en plus, à mon avis, fragile. Après, le choix, c'est individu. Il y a des gens qui disent non, je prends le risque, je ne fais pas, c'est pas grave. Chacun assume. Comment rompre justement cette dépendance avec ce système bonne question. Sans être broyé par ce système? Alors, justement, je reviens donc, c'est un peu ça. Alors, c'est tout à fait juste parce qu'aux États-Unis, il y a des États où on a rendu illégal les potagers. Pour des raisons sanitaires, évidemment. Hein, mais après, on se rend compte que c'est le lobby de l'agropharma, de Monsanto et d'autres, qui ont imposé que l'organisation de ces États disent non, on veut que les gens achètent leur nourriture dans les supermarchés, et surtout pas qu'on commence à avoir des gens autonomes. Alors le problème aux États-Unis, c'est que les gens sont armés, donc ils descendent à la législature avec leurs fusils, et en général, ce genre de lois, elles sont annulées. Donc il y a encore cet esprit les Américains, c'est des gens intéressants à un titre individuel et chez eux. Ces crises, moi j'ai toujours la manière dont on peut sortir du système, de toute façon, c'est petit à petit. On ne peut pas le faire d'un coup. Et puis, c'est pas forcément nécessaire de sortir du système. Moi, je ne suis pas sorti entièrement du système. C'est un peu, j'ai mon autonomie et une certaine philosophie de vie, et une certaine qualité de vie maintenant. Mais d'un autre côté, j'utilise quand même une voiture, je prends l'avion pour venir à Tunis. Alors, ça pourrait être hypocrite, ça pourrait être paradoxal. Oui. Mais j'ai un pied dans un monde et un pied dans un autre.
Mais ça, c'est la flexibilité qu'on a tous. On a la chance d'être des êtres multidimensionnels. On n'est pas uniquement... C'est différent. Là, nous, c'est pas... Nous, la Tunisie, c'est pas la Suisse. Mais personne ne vous empêche de faire un potager, par exemple. Mais non, personne ne nous empêche de faire un potager. D'accord. Mais on n'a pas les grandes surfaces, enfin, on n'a pas de grands espaces, on n'a pas les moyens dont vous disposez. Donc un pays comme la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc... On est plus dense que vous, on a des terres agricoles beaucoup moins fertiles que les vôtres en Suisse. Des terres agricoles beaucoup plus importantes. Ah, vous êtes une terre bénie des dieux pour la production agricole depuis l'éternité, depuis la Rome. Produire ses propres légumes dans son propre potager reviendra beaucoup plus cher que de l'acheter au marché. Alors ça c'est vrai. Sauf que les compétences, c'est vrai. Parce que moi je vois que ce que je dépense pour faire mon potager est beaucoup plus cher que ce que je pourrais acheter au supermarché. Oui. Et j'achète toujours des choses au supermarché. Mais la compétence que j'apprends à monter mon potager n'a pas de prix au cas où le supermarché s'arrête, se vide. Parce que dans ce cas-là, j'ai pas d'autre alternative que de faire moi-même. Or, la première année où j'ai fait le potager, il n'y a rien qui est sorti. La deuxième année, il y a des trucs qui sont sortis tout pourris, tout moches. C'est seulement au bout de la troisième année où maintenant, et la quatrième et la cinquième et la sixième, où maintenant je commence à avoir des beaux légumes et qui sont succulents et qui sont vraiment bien parce que j'ai compris ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire et comment s'en occuper, etc. C'est des compétences qui s'apprennent et qui étaient transmises de génération en génération pendant des millénaires et qu'aujourd'hui, qui sait encore le faire? Donc on peut réapprendre petit à petit, même en appartement en ville, avec un dépôt sur le balcon. Enfin, il y a toutes sortes d'apprentissage, comme les enfants à l'école, nous allons tous devoir réapprendre ces petits éléments. Et puis oui, ça demande un certain investissement. Il faut des cuves pour recueillir l'eau de pluie, mais ça se prépare, ça s'enterre, ça se met sur le balcon. Tout ça, ça se travaille. On sait le faire. C'est des technologies, des compétences qui sont courantes. Il n'y a rien de très sorcier. Peut-être vous avez un des avantages de ce que j'ai pu comprendre en Tunisie par rapport à, peut-être par exemple à la Suisse, c'est clairement la culture de la défense personnelle, elle est faible. Il y a peu d'accès aux armes à feu bon. Enfin, on peut déjà commencer par des arts martiaux. Et puis la loi, je suis sûr qu'elle permet, sous certaines contraintes, et ces contraintes elles sont à travailler, par exemple de finir par s'armer sous des prétextes de chasse ou autre. Je suis certain qu'il y a moyen de faire, mais sans se fixer sur ça, parce que c'est un des 7 éléments, et il faut se fixer pas sur un seul élément, mais sur l'ensemble, et avancer modestement, petit à petit, sans urgence, sans panique, sans peur. Parfois, j'ai aussi cette critique que je peux comprendre, de dire, mais vous faites peur aux gens. Je dis, non, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire, préparez-vous de manière raisonnable, de manière cohérente, de manière équilibrée. Mais si je vous ai fait peur, je suis désolé, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas de dire, attention, si vous faites pas ça, vous allez mourir. C'est pas, peut-être, mais c'est pas comme ça que je le dis. Survivre. Oui, il faut vendre aussi. Il faut vendre les livres. Mais c'est vrai qu'on essaye moi j'essaie de donner des conseils souvent d'aller petit à petit, d'apprendre, de faire les choses, de passer à l'action petit à petit. Et on n'est pas obligé d'arrêter son métier comme j'ai pu le faire. Moi j'en avais marre à 40 ans, 20 ans que je faisais les mêmes trucs, on passe à autre chose. Mais on n'est pas obligé si on est banquier, c'est sûr qu'à côté on peut apprendre un métier manuel par exemple. Ça rapporte rien, mais le jour où il y a il y a un effondrement financier, banquier, ça rapporte plus rien non plus. Donc à ce moment-là, on peut vivre sur la menuiserie ou la plomberie ou du potager ou autre chose. En fait, moi, en suivant votre raisonnement, que je trouve très intéressant, mais je trouve qu'il y a en fait une espèce de déconnexion entre les prémices du raisonnement, c'est-à-dire le constat que vous faites sur la pénurie, la décroissance, la crise en fait dans laquelle nous sommes, à la fois économique, de valeur, etc., sur le plan international, et c'est ce qui nous unit tous en fait, et les solutions que vous proposez. J'ai l'impression que en fait vous proposez des solutions de riches. C'est-à-dire que c'est des solutions de gens qui peuvent s'offrir le loisir d'avoir une terre à cultiver, d'avoir tout le luxe qu'on peut imaginer de quelqu'un qui possède quand même quelque chose, possède un potager, possède des terres, possède une maison, sur laquelle il peut construire le système d'autonomie. Or, la majorité des gens dans le monde,
j'imagine, c'est pas du tout ça. Ils sont dépendants, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas rien à cultiver, ils sont dans une totalement démunis. Et donc c'est un peu ça ce qui me dérange un peu dans votre j'ai deux réponses. Solution. Il y a la réponse, c'est une question tout à fait juste que j'ai déjà entendue. Il y a deux réponses qui sont. Il y a une réponse qui est de dire malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus de l'économie et du développement social. Et que. Malheur aux vaincus, c'est-à-dire c'est-à-dire que les pauvres sont les vaincus du développement économique. Et malheur aux vaincus. Ça, c'est une manière de répondre. C'est une manière de dire. Mais si vous voulez apporter une solution, justement, à la. Il y a une deuxième manière de répondre. Mais ça, c'est une manière de répondre. Et c'est une manière de répondre. Pourquoi je la cite? Parce que ça a l'air. Parce que je passe pour être cruel en disant ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de gens qui pensent comme ça. Il y a un darwinisme social très présent qui existe ces gens, qui est très anglo-saxon d'ailleurs, mais pas seulement, et qui dit. La raison du plus fort est toujours la même. Après tout, ils n'avaient qu'à pas être pauvres, et si ils n'ont pas les moyens, tant pis. Et après tout, on a besoin d'une classe esclave. Alors, ça revient à Marx, ça revient à plein de gens qui ont pensé à ça. Oui, on a besoin des travailleurs, et surtout dans un monde où il y aura moins de pétrole, on aura besoin de muscles. Ça, c'est une manière de répondre, et je la dis parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui disent, alors moi, je pense pas non plus qu'il faut sauver tout le monde. Moi, je pense qu'il y a de la sélection naturelle et que c'est comme ça. Donc, je ne suis pas tout à fait dans le darwinisme social. Et donc, la deuxième réponse, c'est de dire, tout d'abord, dans le monde, les gens qui vivent qui ont des problèmes d'indigence, de pauvreté, c'est souvent parce qu'ils ont quitté leur terre pour aller dans des villes. 50% de la population du monde vit dans des favelas. Si vous lisez Mike Davis aux États-Unis, Planets of Slum, un livre extraordinaire qui explique que 50% de la population mondiale vit dans des taudis. En Afrique, en Amérique latine, de plus en plus en Europe et ailleurs. Et eux ont quitté leur terre. Pour des raisons qui s'expliquent, d'exploitation de l'Organisation mondiale du commerce, qui obligeait des paysans à cesser de faire de l'agriculture de subsistance pour faire de l'agriculture intensive, qui inévitablement finit dans un désastre financier pour eux et l'impossibilité de rembourser leurs dettes, et donc ils doivent tout vendre et repartir. C'est comme ça en Inde, c'est comme ça en Afrique, dans énormément de pays, les villes se remplissent de petits paysans et de la famille des petits paysans qui ont dû vendre leurs terres. C'est une catastrophe. Parce que l'agriculture de subsistance, elle n'est pas gourmande en eau, elle n'est pas gourmande en matière. Après, donc la solution, c'est aussi de dire peut-être que au niveau des organisations internationales, des ONG, etc. Mais je vous dis ça, j'y crois pas. J'y crois pas que ça va se faire. Mais on peut essayer, mais je crois pas que ça va se faire. C'est d'expliquer aux pays, notamment les pays en développement, que le vrai développement, c'est de garder une agriculture de subsistance qui fonctionne bien. Ensuite, la plupart des gens qui vivent dans des situations modestes, vous savez, quand l'Union soviétique s'est effondrée, parce que c'était culturel et traditionnel chez eux, les Russes avaient cette habitude d'avoir... Vous savez, la terre agricole ne coûte rien par rapport à une terre constructible pour l'immobilier. Les Russes avaient ils avaient ce qu'ils appelaient des jardins ouvriers, on l'a aussi beaucoup en Europe. C'est l'open terre dédié à la culture au milieu des villes, où chacun a son petit carré. Les Russes avaient aussi leur concept de datcha, mais c'était des petits cabanons, on ne s'imagine pas la villa luxueuse. Ils habitaient dans un appartement dans la banlieue de Moscou, mais à 20 km plus loin de la ville, ils avaient une petite cahute où ils faisaient leurs pommes de terre et leurs choux. C'est ce qui les a sauvés. Or là, on parle vraiment de la population de base. Alors certes, l'Union soviétique, c'était pas un pays où il y avait des pauvres, dans le sens où on peut l'entendre aux États-Unis ou dans les pays en voie de développement, parce qu'il y avait un peu cette redistribution un peu bizarre quand même. Enfin, il n'y avait pas une grande pauvreté. Donc, moi, je crois que c'est assez possible. Alors, c'est vrai qu'ensuite, quand on voit, je ne connais pas très bien les banlieues malfamées de Tunis, mais pour avoir traversé celle de Casablanca, par exemple, au Maroc, c'est sûr que c'est compliqué.
quand on habite entre 4 bouts de tôle et que... Bon, ils ont tous quand même la télé satellite. Hein. Ça c'est quand même assez bizarre. Et avec BI Sport. Oui, ça, y a de ça c'est un truc assez rigolo. Mais c'est vrai que, voilà, là ça va poser un problème. Mais là, c'est difficile de s'adresser à ces gens-là. Comment moi je peux m'adresser à eux? Je suis même pas sûr qu'ils lisent, d'ailleurs. Allez les voir. Alors peut-être qu'il y a des ONG qui pourraient s'approprier du message de ce livre et faire le travail avec de la microfinance, avec des systèmes d'approche des classes peut-être les plus défavorisées dans beaucoup de pays, et de leur apporter une solution qui est faite sur mesure pour des tout petits lopins de terre. L'idée c'est peut-être que pour eux, on zappe le panneau solaire, peut-être qu'on zappe la partie... mais le lien social il est là, l'eau et la nourriture, ils le font, et ils peuvent le faire. Il y en a énormément de terrains en friche aussi. Regardez ici, entre Tunis et ici, la quantité de terre qui est en friche ou en semi-chantier, les bords des routes, etc. Personne ne s'en occupe. Or, on pourrait s'en occuper. C'est le cas partout en Europe. Moi, je vois des gens qui font... En Europe, on a un mouvement de terrorisme agricole où de plus en plus, les gens plantent des arbres et des légumes sur le bord des routes. Voilà, un jour, ils arrivent, ils sèment des trucs, et 2 mois plus tard, il y a des choses qui viennent, et puis ils appellent le quartier, et tout le monde vient cueillir, etc. Il y a des initiatives qui commencent à se faire. Mais c'est vrai que qui a plus de moyens a plus de facilité. Ça, c'est comme ça. Mais je vous avoue que comme je ne viens pas de la gauche, voilà, j'ai un peu un côté... je suis moins sensible. Mais la réalité, la question, elle mérite d'être posée. C'est une très très bonne question. J'ai répondu de 2 manières pour Pierrot, c'est en Grèce qui les exige des citernes, je ne sais pas trop quoi. Oui, la Grèce... Parce qu'on est quand même victime de notre... Toute construction doit avoir une citerne. Les maisons, les espaces, etc. On vit dans des appartements où on ne connaît peut-être pas nos voisins. Donc on vit comme la France a vécu depuis quelques ans. Moi, j'habite dans un immeuble où je ne connais pas mes voisins. On ne se dit même pas bonjour. Ah. Non, la Grèce, c'est une obligation de chaque construction d'avoir des citernes pour recueillir l'eau de pluie. Même s'ils ont de la pluie, il y a des mèches. Comment on l'avait Grèce, t'as une exigence. Il y a des théories de l'architecture. Il y a une architecture extraordinaire en Tunisie qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Oui. C'est l'architecture qui est appelée architecture non savante sans architecte. Je l'appellerai architecture vernaculaire. C'est des architectures extraordinaires, comme l'architecture traditionnelle de l'île de Gerba, l'architecture de Matmata, l'architecture de Nafta, l'architecture de Doz. Ce sont des agricultures, ce sont des architectures... Puis vous avez les troglodytes dans le sud. Les troglodytes de Matmata, les troglodytes de Chénini. Alors, c'est des architectures très particulières parce que ce sont des architectures de survie. Oui. Ce sont des architectures dans des lieux où les conditions climatiques sont extrêmes. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque l'homme est en situation de survie, au niveau des réponses architecturales qu'il apporte, il excelle. Ah oui. Il excelle. Et ce sont souvent des moyens extrêmement simples, en relation directement entre le lieu d'habitation et l'agriculture liée à ces conditions extrêmes. Vous avez par exemple le cas de l'architecture ibadite de Djerba. Alors ce sont les mêmes architectures ibadites qu'on retrouve dans le mzab algérien. Et il y a un lien direct entre ce type d'architecture et l'agriculture oasienne en rapport, où on a développé des agricultures à étages, c'est-à-dire on a développé une agriculture qui forme un chapeau bioclimatique, et sous le chapeau bioclimatique créé par les palmiers, il y a une culture à étage, une arboriculture, et en dessous une culture maraîchère. Donc ce que vous devez savoir, c'est que dans la tradition maghrébine, il existe ces architectures de survie et ces agricultures de survie où il y a justement cette carence d'eau. Et ce sont des choses connues et qui existent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors c'est certain. Alors, il y a un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle L'architecture de survie, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Yona Friedman. Oui. Et dans son livre, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il dit qu'à partir du moment où il y a architecture de survie, il y a architecture de survie en rapport avec cette architecture, en général, ce sont des groupes
qui sont sur le plan idéologique assez homogènes. Si on prend le cas par exemple des Ibadites, ça correspond, si vous voulez, que ce soit au Nzab ou à l'île de Jelba, ce sont des Khawaj, c'est-à-dire ce sont des minorités qui se sont regroupées et qui ont créé justement les conditions de leur propre survie par rapport à une culture idéologique homogène. Oui, oui, je vais le lire, je vais le choper ce livre. Mais vous avez raison, et en réalité, on en parlait dans la voiture tout à l'heure. Si tu veux faire, on va peut-être pas tenir l'urgence ensemble un dimanche, donc tu vas essayer de voir un petit peu le contexte tunisien, quelles seraient les solutions, bien sûr avec l'intervention extraordinaire de... Peut-être simplement, c'est vrai que voilà, toutes les sociétés traditionnelles, elles ont eu des siècles d'essais et de ratés et de réussites, et à la fin ils ont gardé ce qui marche. Et c'est vrai que toutes les sociétés traditionnelles, notamment dans l'architecture, ma femme est urbaniste, et c'est vrai qu'on voit des systèmes qui marchent. Je voudrais rajouter quelque chose, et souvent ce sont des réponses très simples, issues du bon sens. Et vous savez, quand on fait de l'histoire de l'architecture, on fait de l'histoire des civilisations. Et vous savez ce qu'on dit? On dit que lorsqu'une architecture se sophistique trop, c'est un signe de décadence civilisationnelle. Et on le voit aujourd'hui, parce que nous avons le luxe. On a le luxe de l'énergie bon marché, parce que finalement, on fabrique une maison qui est mal isolée, qui est trop chaude ou trop froide, on met un climatiseur et un chauffage. Sauf que, à l'époque, ils n'avaient pas ça. Simple. Vous voyez, c'est comme lorsqu'on parle des énergies renouvelables. Moi, ça m'amuse. On veut faire appel à des panneaux photovoltaïques. On veut faire appel à des ampoules basse consommation d'énergie. Mais c'est tellement plus simple d'avoir recours de manière rationnelle à la lumière du jour et d'optimiser le recours à la lumière du jour. Sur l'énergie. Le chapitre de l'énergie commence exactement sur cette idée d'utiliser la nature, les orientations, les éléments thermiques, les éléments... C'est du bon sens. Absolument, complètement. C'est-à-dire en pédale en tenant le frein. Je me rappelle de... J'ai cassé la gueule une fois. Bien sûr, il m'a un peu malade. Tant fait comme c'est un enseignant, il enseignait de la psychosociologie. Nous avions un cours sur l'urbanisme et le nombre de quantités de luxe, de lumière dont la Tunisie dispose gratuitement. Enfin, c'est une manne et qu'on utilise très 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 mal aujourd'hui. Parce que nous avons été un tout petit peu victimes du choix. Mais on ne fabrique pas les panneaux solaires. Non, les orientations, les ouvertures. Les cellules photovoltaïques sont... Moi j'ai une question, à mon tour j'ai une question, et peut-être c'est une question pour conclure et je vous laisserai je parlais de l'aspect survie pour terminer. Moi la question, parce qu'on a ici des économistes, on a des journalistes, on a des personnes qui ont des compétences techniques dans les professions libérales, c'est comment vous pouvez imaginer de convaincre, parce qu'en France, clairement, ça a raté. En Suisse, ça marche. Mais comment, en Tunisie, vous arrivez à sensibiliser à ces problématiques des décideurs politiques, des décideurs dans les associations, et finalement que les mentalités bougent dans cette prise de conscience de la nécessité de la responsabilité, de la prévoyance et d'une plus grande autonomie. Au fond, c'est ça, cette direction. Parce que plus vous êtes nombreux dans un pays à avoir cette approche, plus on mitige une éventuelle crise. Et plus on réduit l'impact de cette crise sur tout le monde, y compris les plus démunis, bien sûr. Moi, c'est la question que pour terminer, c'est la question que c'est pas obligé d'avoir une réponse maintenant, mais c'est la question à laquelle je vous encourage à réfléchir et éventuellement à agir au sein de vos groupes d'influence et autres. Peut-être pour la prochaine fois. J'aimerais dire le livre en français, je ne suis pas suffisamment Non, par rapport à la question que vous venez de poser, il y a un désintérêt, une désaffection de l'espace public par les citoyens. Et les citoyens doivent se réapproprier des lieux de décision, en commençant par des lieux de décision de gouvernance locale, de démocratie locale. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur les altermondialistes ou bien le fait que nous passions par... nous venons de vivre l'expérience du Forum mondial social. Et je trouve que
indépendamment de, bon, il y a des aspects de mauvaise organisation et tout, ok, ça c'est pas... Non, ça c'est pas un problème, c'est une sorte de chaos, un peu, de chaos, d'une anarchie organisée. La question qui se pose, c'est comment parce que vous traitez à deux niveaux, j'ai l'impression, à la fois d'aspects individuels et de comportements individuels, avec des aspects qui sont reliés à de l'action collective. Et on a du mal à comprendre cette articulation entre quelque chose qui se passe sur le plan individuel dans une action qui est collective. Et après, le principe, c'est de faire porter la voix dans le cas d'une action collective et puis de repenser ces modèles où le citoyen doit se réapproprier ces espaces-là qui ont été possédés par les politiques, qui ont été possédés par les lobbies, qui ont été possédés par les multinationales, qui ont été possédés par les courants. Et je pense que c'est ce modèle-là qu'il faut repenser. C'est comment les citoyens doivent vraiment réinvestir ces lieux de décision, qui sont d'abord locaux, et pour pouvoir faire remonter... Voilà, ben, vous avez touché les deux points fondamentaux, c'est-à-dire qu'on commence local et on remonte. Et le plus local de tous, c'est l'individu. Et l'approche, on pose souvent la question en disant, mais vous donnez beaucoup de solutions pour les individus, et c'est seulement à la fin où vous parlez de comment, depuis l'individu, dans le livre, comment depuis l'individu on peut arriver à convaincre des groupes, des collectivités locales, des mairies, des organisations de quartier, etc. Et c'est parce que, avec ma modeste expérience à mon âge de 44 ans, j'ai vu tellement de gens qui sont dans le « il faut que yaka » et qui attendent de toute façon que il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça, mais qui font rien. Et au bout d'un moment, il faut faire. Parce que moi, j'ai des amis. En 2005, quand j'ai commencé à leur expliquer mon raisonnement, ils m'ont dit « Pierrot, tu es fou, c'est n'importe quoi, ça s'effondrera jamais, tout va bien. » Et puis bon, j'ai fait mon potager, j'ai fait ma ferme, etc. Ils voient la qualité de vie que j'ai. Alors c'est simple, je dépense 6 fois moins d'argent qu'avant. Hein. Mais maintenant, ils s'y sont mis aussi, parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait. Et ils ont dit, ah mais finalement, vivre de manière peut-être plus simple, avec ton hôte, bon, c'est pas mal. Il faut aussi donner l'exemple en faisant. Parce que simplement attendre les subventions, il faut que l'État fasse ceci, fasse cela, c'est quand même une mentalité d'assister. À un moment, il faut bouger. Ce qui n'exclut pas qu'on doit aussi travailler avec les collectivités pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement. Pierrot, tu dépenses 6 fois moins qu'avant, mais tu vis mieux qu'avant. Oui. Qualité de vie relationnelle avec les enfants. Ah, je vois mes enfants toute la journée, c'est génial. C'est question de dépenser moins. Est-ce qu'on ça m'a quand même choqué ça m'a quand même choqué ce que vous avez dit tout à l'heure en disant j'apprends à mes enfants de 8 ans à manier. Oui, ça m'a choqué. Oui, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que je suis fondamentalement violente. D'accord. Mais la violence, Platon disait, seuls les guerriers sont pacifiques, les autres n'ont pas le choix. C'est-à-dire que le Yazidi pacifique, il a beau dire je suis non-violent, on le massacre et on met en esclavage sa femme et ses enfants. Au bout d'un moment... Non, c'est pas en termes de pacifique, c'est non-violence. Okay. C'est l'acte de mettre un objet violent qui peut tuer entre les mains d'un enfant. D'accord. Mais dans notre culture, nous, on apprend aux enfants à égorger le mouton. Ah, j'allais dire, qu'est-ce qu'un objet violent? Un marteau, un couteau. Il y a une autre culture où on est violente, la mousse aussi. Mais vous croyez pas que ça peut l'aider? C'est quand même assez... faut qu'il y a qu'à. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait des bonnes choses qui peuvent... J'aimerais beaucoup lire votre livre. En français, on le trouve. Votre livre en français. Oui, on le trouve sur Amazon ou... Et bien en Tunisie, il y a des librairies. Ben, on m'a dit qu'avant, il y avait une Fahrenheit à Carthage, ou à Sivoussé qui le vendait, mais elle a fait faillite. Ils n'ont jamais... Ah bon? Mais ils ont fermé. C'est des bobards. Non, ils sont ouverts, mais c'est des bobards. Ah bon? Il y a énormément de gens qui lisent en français. C'est la demande. Et ce serait dommage d'exclure ceux qui peuvent lire en français. Mais Amazon Oui, mais vous savez qu'il y a un contrôle d'échange entre les citoyens. On ne paie pas, on n'a pas le droit de payer de la devise. Bon, vous avez au moins la souveraineté monétaire, c'est déjà pas mal. Oui. Bon, il y a Sofiane et puis Olfa. C'est Sofiane. Moi, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Olfa, pour l'articulation entre la communauté et l'individu. C'est vrai que ce n'est pas clair. Mais enfin, pour moi, je trouve que c'est clair. C'est l'individu. Chacun doit sauver sa pomme, quoi. Et donc, il y a des solutions pour essayer... Il y a un chapitre.
En le lisant, vous allez comprendre. Il est long, le chapitre. Mais ce qui s'envisage, c'est qu'il y a derrière un fond apocalyptique. Je ne sais pas si tu vas comprendre l'arabe, Théo. Non, mais je regarde si effectivement dans le chapitre sur le lien social, ouais, je pense. Oui, il y a le chapitre, mais tu vois pas. Non, l'apocalyptique, c'était là où c'était intéressant de discuter avec un Cheikh Imran Hossein, où lui il a une approche eschatologique islamique. D'autres en Europe avec qui j'ai pu discuter ont des approches eschatologiques plutôt chrétiennes, avec des points communs, et même d'autres ont une approche sur l'approche eschatologique juive, très similaire, hein, évidemment. Mais fondamentalement, les civilisations humaines, elles vont par cycles. Des cycles de croissance, des cycles de développement, des cycles d'empire, des cycles de décadence, des cycles de déclin, des cycles d'effondrement. C'est jamais exactement pareil, mais ça se tend à suivre ces cycles, parce que probablement nous manquons de sagesse. Les Grecs anciens parlaient de hubris, de mesure. Et l'être humain, surtout lorsqu'il a du pouvoir, il a cette tendance à aller dans la deux-mesure, à vouloir exagérer. Et comme les Grecs, d'ailleurs, dans leur philosophie, avaient bien compris, la punition à la deux-mesure, elle n'est jamais contre la personne qui commet la deux-mesure, elle est pour tout le monde. Probité, tout le monde est puni. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui défie le cosmos, c'est-à-dire l'équilibre, toute la communauté est subie. Et c'est comme ça. Nous, on va tous subir les excès du monde de lequel on vit. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Je pense qu'on ne se posera pas les questions dans ces termes-là. Ce sera comme ça. C'est comme en Sicile, il y a un proverbe qui dit lorsqu'une catastrophe vous atteint vous uniquement, c'est une grosse catastrophe, mais quand elle atteint tout le monde, c'est une demi-catastrophe. Parce qu'au fond, on va tous être dans le... On a le même dicton chez nous. Ah oui, le même, c'est proche. Hein. Et c'est vrai que, voilà, au bout d'un moment, il y a l'espoir qu'on se... La pendaison avec les autres, la pendaison collective est une excursion. Mais il y a aussi l'espoir, après tout, qu'on redécouvre. On redécouvrira peut-être cette capacité qu'on a toujours eue à justement aller dans le bon sens, travailler en collectif face à l'adversité qui arrive. Donc il y a aussi une espérance morale en disant, après tout... Il y a quand même un exemple de l'agriculteur soldat qu'on n'aime pas beaucoup en Tunisie, hein. C'est le kibbutz israélien. C'est vrai. Où il y a justement l'agriculteur soldat et la colonie. On n'a pas beaucoup d'exemples-là. Il faut arrêter avec ce mythe-là, la haine d'Israël. Franchement, c'est la théorie. Permettez-moi de le dire. Demain, en fait, la journée de la Terre, le 30 mars, qui coïnciderait dans notre idéologie tuniso, panarabico, machin truc bien pensante, à quelque chose de génial, Mahmoud Darwish, etc. Je porte ça dans mon cœur, mais je le dis, je le répète, je le répéterai, Israël n'est pas mon ennemi c'est moi-même, parce que Israël n'a jamais attaqué la Tunisie, certes il y a eu les mais les Palestiniens, ils ont été à l'origine de bien pire. J'ai essayé d'éviter. Ah, moi aussi. Moi j'avais tout un truc sur les nappes phréatiques. Mais franchement, je n'ai pas pu résister. Écoutez, l'agriculteur soldat, c'est le kibbutz israélien. Oui, autonome. Depuis l'indépendance, pour travailler et respecter un petit peu les cahiers des charges qui étaient prévus dans l'aménagement du territoire, vous aurez rendu le plan. Le fait architectural n'est pas le seul fait de l'architecte. Mais les générations qui vous ont précédé, qui auraient respecté l'aménagement du territoire, on ne serait pas là. Le fait architectural n'est pas le seul fait de l'aménagement du l'architecte. territoire. À Tunis, nous étions entourés par une zone verte, qui était elle-même entourée par une autre zone verte, et qui était entourée par une autre zone verte. Quel périmètre de zone verte? Aujourd'hui, il n'existe plus. C'est la mauvaise gouvernance. Vous avez entièrement raison. Je veux vous dire, c'est pas seulement la mauvaise gouvernance, c'est le langage schizophrénique qui a perduré durant 54 ans de l'Église. Ah oui, ça c'est vrai. C'est ça, c'est le langage schizophrénique. Et après, nous nous retrouverons confrontés à la réalité. Nous sommes schizophrènes nous-mêmes et nous nous retrouverons confrontés à des réalités
et on ne peut pas réagir. Voilà. Attends, c'est maintenant que nous devons laver l'esprit de la schizophrénie, sortir de la maladie, et nous adresser à un architecte, à un économiste, à Pierrot, pour essayer de trouver une solution des solutions. Mais il faut vraiment laver l'esprit. Nous laver l'esprit. On a des études comme c'est pas rien, cette façon de voir l'idée. S'il vous plaît. Nous sommes toujours un peuple chaud. Mais c'est bien. S'il vous plaît. Qui ne les arabes de merde. Vous avez le fait architectural, mais pas le seul. C'est ça. Alpha, dernière question. Alpha, question. Je vais comprendre moi-même. C'est la dictature. Dictature. En plaisante, on n'est pas. On aime ça, on aime ça. Une question, bon, elle va paraître décalée par rapport à tout ce qui a été dit maintenant. C'est la définition ou la perception qu'on a du concept de survie. D'après ce qu'a posé notre ami ce qu'elle a fait comme remarque, ce que vous vivez vous-même en Suisse, à l'état de développement dans lequel vous êtes, dans ce que nous sommes en train de vivre ici, dans des quartiers, d'un quartier à l'autre, parfois séparés par une rue, la notion même de survie n'est pas du tout la même, du tout. Et la dernière expérience du budget participatif à la municipalité de la Marsa, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu, il y a eu un exemple flagrant dans le budget participatif. Vous savez que maintenant 15% du budget est consacré aux populations locales afin qu'au niveau des quartiers, elles décident de leurs priorités et que leurs priorités sont inscrites dans des programmes. Et dans ces programmes, il y a des actions et des budgets prévus à cet effet. Et la population vient et présente ses doléances, et puis il y a des discussions et des dialogues qui se font pour justement faire parvenir leur voix. Donc ce sont des budgets qui permettent, de façon des rencontres et des dialogues inclusifs et qui permettent aux populations et aux citoyens de encore se réapproprier ces moyens-là pour pouvoir agir dans leur quartier. Dans le même quartier, à une rue près, il y a eu des débats et des dialogues. Pour certains, la priorité était justement du photovoltaïque, cette notion d'énergie renouvelable et de développement durable. Pour certains, c'était que tout le quartier soit éclairé en éclairage public par du photovoltaïque, ce qui nécessite des moyens importants, c'est très coûteux. Alors que dans le même quartier Bousset, qui était de l'autre côté de la rue de Sidi Abdelaziz de Gamart, la priorité était, c'est la même municipalité pourtant, la priorité était construire réaménager des espaces publics, remettre de l'électricité là où il n'y en avait plus dans des zones complètement délaissées par les pouvoirs publics avec les derniers. Donc la notion même de priorité dans la survie et des attentes que les citoyens ont de cela n'est pas du tout homogène, mais on a l'impression, on en parle comme un bloc, une espèce de bloc sur lequel les citoyens auraient tous
le même besoin, la même... Je n'ai pas l'impression que... Alors, même culturellement, pour vous, probablement aussi, ça n'est pas du tout... En Suisse, 90% des gens, ce qu'ils veulent, c'est sortir le samedi soir, avoir une nouvelle voiture tous les 3 ans, et qu'on ne les embête pas avec des idées farfelues, ils veulent juste consommer. Mais les Tunisiens sont comme ça aussi. Maintenant, les humains, ils sont comme ça. Les Tunisiens. Maintenant que le calme est revenu. D'une petite commune au centre d'un gouvernorat, il n'a même pas les moyens de se déplacer. Alors, si c'est d'avoir une voiture ou sortir le week-end, je ne sais pas quoi, l'un veut un vélo tous les 3 ans pour aller au boulot, l'autre une mobilette. Oui, au plus bas, c'est déjà j'ai envie de manger aujourd'hui. Un ticket de bus. Ce n'est pas des cités idéales, on n'est pas dans la République de Congo. Non, mais c'est-à-dire, non, j'ai pas faim, mais pour certains, la problématique de la survie, c'est déjà aujourd'hui manger tous les jours. Pierrot, 2 minutes, tu dois aller moi, et puis je vais reprendre derrière parce que j'ai 3 informations. Je voudrais rajouter quelque chose. Dans cette architecture vernaculaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour revenir maintenant que le calme est revenu, vous savez, le fait architectural n'est pas le seul fait de l'architecture. Oui, c'est un système complexe où l'architecte est un maillon faible. Mais attendez, laissez-moi finir. Mais, lorsqu'on parle d'architecture ou d'architecture vernaculaire, ce qui est important, ce n'est pas les formes qu'elles nous parlent, mais les raisons qui ont fait naître ces formes. Et c'est pour ça que l'architecture de survie et l'architecture vernaculaire sont très intéressantes d'un point de vue apprentissage pour l'avenir, pour une nouvelle forme, si vous voulez, d'architecture de survie. Parce que si on s'intéresse aux raisons qui ont fait naître ces formes, on va se rendre compte que c'est les mêmes. Et en réfléchissant sur les raisons qui ont fait naître ces formes, il y a moyen de faire renaître des éléments de survie extrêmement intéressants. C'est vrai. Ensuite, peut-être pour conclure, si vous lisez la conclusion de mon livre, pour moi, j'essaye justement le titre est vendeur, mais la réalité, c'est que j'explique l'idée, c'est pas de survivre, c'est bien sûr de vivre et de vivre bien. Et que la conclusion de tout ce travail, c'est de redécouvrir ce que c'est que de vraiment vivre. Moi, je pense, merci beaucoup Pierrot, on peut quand même s'applaudir tous. C'est pas facile de gérer tout ça. Il faut dire qu'on appelait la Tunisie la Suisse du monde arabe. Le Liban aussi, hein. Attention, le Liban aussi. Non, le Liban aussi, c'est faux. C'est des trucs complètement débiles. Comme je vous ai promis, je vais quand même donner 3 informations à une surprise. Vous aimez bien les surprises. Moi, j'adore. Comme des enfants, on aime Kinder Surprise. Je pense que c'était un débat d'un très haut niveau. Tu en conviens, Pierrot? Oui, très intéressant. Tu dis oui, sinon, hein. Je dis oui si demain vous agissez. Sinon, c'est pas intéressant. Tu dis oui, hein. Non, je dis oui si demain vous agissez par rapport à tout ça. Les enfants. Attendez. Happy birthday. C'est bon, happy birthday. Je voulais dire 3 informations qui sont importantes. C'est que nous avons quand même perdu cette notion de citoyenneté en Tunisie. Quand il me parle de la citoyenneté suisse, j'étais sur le cul, excusez le terme. C'est extraordinaire. Et je pense qu'il y a eu un travail de ça pendant 60 ans pour enlever cet esprit de citoyenneté. Pourquoi? Parce que nous sommes à une distance très éloignée par rapport au bien public. Le bien public en Suisse, le bien public, il est respecté, il est préservé, il est sacré. Les lieux publics sont sacrés. Et encore, on est très fort d'avoir résisté, parce qu'après tout, la Suisse, le coffre-fort du monde. Donc, première information. Voilà, je le savais. De moins en moins. S'il vous plaît, je suis très très fier et content de vous avoir eu avec moi, autour de moi, pour parler avec Pierrot, parce que Pierrot, c'est quelqu'un de très modeste, de très très modeste.
C'est vrai, parce qu'il faut lire son livre, peut-être en français, comme vous l'avez assez bien dit, il va faire des efforts pour qu'on puisse l'avoir en Tunisie avec une version qui coûte pas cher, qui coûte pour la bourse tunisienne. Parce que si je l'importe chez son auditeur, il va être à 90 dinars. Voilà. Donc il va faire des efforts parce qu'il a ressenti le besoin de lire. Première information. Deuxième information, c'est qu'on manque de civisme, c'est pas par tradition, c'est pas une éducation, c'est pas culturel. Parce que nous sommes très bien éduqués dans la famille, mais quand on se met en société, nous avons quand même beaucoup de faiblesses, beaucoup de carences. Ce qu'il demande, lui, son cri, c'est de commencer par soi-même pour être autonome parce qu'il y a un déficit d'État. Il y a un déficit des institutions. Nous avons un grand déficit d'État. On ne doit plus attendre à ce que l'État-providence nous donne tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend. On doit sauver nos tranches, on doit préserver nos enfants, on doit se prendre en charge, on doit préserver nos espaces. Et une fois que vous lisez, j'espère que vous allez lire tout le livre, parce que j'ai eu la peine du monde de le lire et relire et de suivre le traducteur. C'est très compliqué, mais complexe, mais c'est très édifiant. C'est un livre probablement qui va constituer le meilleur investissement que vous puissiez faire. Le nouveau modèle de développement. Et je ne vous fais pas de vendre la ligne, c'est pas pour vendre le livre, c'est le meilleur investissement. Pourquoi? On a éteint la lumière. C'est la troisième. On va faire l'amour, on va faire l'amour. Donc, pas la guerre, en tout cas. On va pas faire la guerre. Donc, lisez-le, essayez de le faire lire à vos enfants parce que ça peut vous faire. On peut être d'accord. Il faut le photocopier. On peut. Alors, on peut être d'accord. Yes, Amir. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais sachez que ça existe. Sachez que quand les choses vont arriver très vite, aujourd'hui, si ça nous arrive une catastrophe, on n'est pas préparé. Parce qu'on est sur nos acquis. Et nos acquis ne nous appartiennent pas. Moi, je milite pour l'exode contraire. C'est l'exode. L'exode de la cité. Le contre-exode. C'est le contre-exode. Parce que le contre-exode, c'est ceux et celles qui vont en vivre le plus avec la terre. On va revenir en Égypte. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai fait une étude et que c'est très confidentiel, mais puisque j'ai un tout petit peu, je vais vous la dire. La plus grande base, la plus grande base qui puisse exister aujourd'hui dans le cosmos, c'est la Terre. La Terre n'a besoin de personne. Elle s'auto-alimente. Rien ne l'arrive de d'autres sphères. La Terre, elle vit d'elle-même. Et messieurs, dames, vous êtes une terre, vous êtes une âme. Nous sommes exactement comme la terre. On a 75% d'eau, exactement comme la terre. Il faut aimer la terre, parce que nous sommes la terre. Nous avons les mêmes matériaux. On devrait ne pas avoir besoin de personne. On a juste besoin de l'air et de nos idées. Quel lyrisme! Waouh! La surprise, c'est aujourd'hui, je fête avec vous. Je fête avec vous, en présence de Pierrot, l'anniversaire de mon épouse.